Mes bien chers abonnés, pardonnez-moi car j'ai péché. Et pour confondre un léopard avec un guépard, faut vraiment être un tocard. Écoutez-moi cet imbécile. Écoutez ça. Non, ne vous en faites pas. Bon, et puis putain, ce léopard qui est pas orienté de la même façon que le mouflon, quoi, ça... Oh, et putain, ce léopard. Ah oui. Ce léopard, on voit bien sa taille de guêpe. Il y a écrit cheetah, hein, qui veut dire guépard en anglais. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, là, ce gugus, là, il appelle ça, un léopard. Eh bien, il va devoir payer. Maintenant, c'est l'heure de payer. Et quoi de mieux pour payer que d'aller sur un site marchand, un lithothérapeute, un site de lithothérapie qui nous vend donc des cailloux qui, soi-disant, sont censés vous guérir. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre de croire qu'on peut se guérir avec des cailloux, et pourtant il y en a plein des sites de vente de cailloux qui guérissent, et notamment il y en a qui vendent des fossiles. Donc celui que j'ai sélectionné aujourd'hui, parmi beaucoup d'autres, j'ai pas eu de critères de sélection particuliers, à part que il y avait un grand nombre de fossiles, car je dois expier. Et donc celui-là, il vend 5 produits fossilifères censés avoir des vertus thérapeutiques: l'ambre, les ammonites, le bois fossile et les orthocères. Alors, avant de commencer, il faut évidemment faire un point sur les vertus thérapeutiques des fossiles. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir commencer. Non, oui, les fossiles n'ont pas vraiment beaucoup de vertus thérapeutiques, il faut bien l'avouer. Alors, il y a certaines vertus thérapeutiques qui sont supposées avec notamment les épines d'oursin et les calculs rénaux. Il y a de véritables tests cliniques qui ont été faits et qui tentent à prouver que les Lapis judaicus, donc c'est-à-dire le nom traditionnel donné aux épines d'oursin fossilisées, j'entends, les épines d'oursin fossilisées, quand elles sont utilisées dans des tests cliniques, eh bien il y a un effet au-delà du placebo dans la disparition des calculs rénaux. Donc ça aide à dissoudre les calculs rénaux apparemment. Qui l'eût cru que prendre un caillou, ça aiderait à résoudre un problème de calcul rénaux, bah si. Donc, apparemment, il y a un effet. Et donc, il y a d'autres fossiles comme ça qui peuvent avoir des vertus thérapeutiques. La pisse d'Irax fossilisée, la pisse de Daman des Rochers, hein, fossilisée, si vous connaissez pas le mot Irax, la pisse de Daman des Rochers fossilisée, c'est plein d'antioxydants, donc ça a des vertus thérapeutiques. Encore faut-il s'en servir correctement et pas en prendre en trop grosse dose. Sinon, je rappelle qu'on a besoin quand même de l'oxygène, donc faut pas trop antioxyder non plus. Mais bref, il y a les os de dinosaures et d'autres animaux, d'autres vertébrés qui peuvent être utilisés pour pomper. C'est comme c'est pour eux en fait, les Indiens d'Amérique les utilisaient pour pomper le pus des plaies. Donc ça s'en servait d'éponge, quoi, en réalité, ça a la même vertu que les éponges. Donc bref, il y a quand même quelques fossiles qui peuvent être utilisés pour des vertus thérapeutiques. Néanmoins, se les accrocher en pendentif et les laisser juste à côté de votre torse, ça ne sert à rien. ça, ça ne fera jamais rien, ça n'aura aucun effet. Et mon rêve, c'est un jour, à tous ceux qui disent que c'est les ondes, hein, que c'est les vibrations qui vont vous soigner, mon rêve, c'est d'un jour d'aller dans un magasin de lithothérapie avec un compteur Gégère et de leur montrer quel genre d'ondes sont émises par leurs fossiles et leurs autres cailloux. On va avoir de bonnes surprises. Et là, on va rigoler partout à 10. Bref, donc il faut que je paye 5 fossiles, des pages et des pages de contenu par fossile, avec des explications sur qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait avec les signes astrologiques, j'ai peur, et les chakras. Oh, putain, j'y connais rien en chakras, alors je pense que ça ira vite. L'astrologie, j'ai découvert en regardant la chaîne YouTube de Serge Brett Morel qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur l'astrologie que je ne savais pas. Serge Brett Morel est un ancien astrologue, je vous recommande sa chaîne. C'est un ancien astrologue devenu sceptique qui en fait débunk les débunkers.
Donc c'est très intéressant parce qu'en fait, vu qu'il est astrologue, il connaît très bien la pratique de l'astrologie. Et en fait, ce que nous, débunkers incultes, débunkons, c'est pas l'astrologie en fait. Et il explique en quoi on se trompe quand on essaye de débunker l'astrologie. Donc c'est un débunker de débunkage, mais il le fait tout en étant lui-même sceptique de l'astrologie et en sachant que l'astrologie ça a des vertus très 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 limitées, pour pas dire inexistantes. Mais bref, c'est très intéressant et je vous recommande d'aller voir sa chaîne. Donc pareil, quand je vais passer à la partie astrologie, je vous annonce que je vais probablement pas pouvoir raconter grand chose parce que depuis que je suis la chaîne de Serge Brett Mollel, je découvre de plus en plus qu'en fait je ne sais rien et que beaucoup d'entre nous croyons savoir que l'astrologie ça explique mal les choses, mais en fait on ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas l'astrologie en tant que sceptique si vous n'avez jamais pratiqué l'astrologie. Et donc c'est très intéressant. Voilà. Par contre, la pierre d'ambre, c'est un fossile, et donc, pour ce qui est des fossiles, je m'y connais un peu, donc on va lire un petit peu toutes ces descriptions et voir ce qu'on peut en dire. Donc l'ambre, nom provenant de l'arabe antar, est une résine qui, au cours des années, s'est minéralisée. Effectivement, c'est une résine qui provient des arbres, du coup, généralement les résineux, comme leur nom l'indique, et qui donc est fossilisée, c'est-à-dire qu'elle a été compressée et cuite pendant des millions d'années de tectonique, et est devenu comme ça du carbone, c'est juste du carbone en fait, de l'ambre. Les vertus du carbone, il en faut, parce que votre corps est fait en grande partie de carbone, mais à part ça, ceci dit, manger n'importe quoi vous apportera les mêmes bienfaits que de croquer un morceau d'ambre. Certainement plus d'ailleurs, parce que le morceau d'ambre risque de sérieusement vous abîmer les boyaux. Elle peut contenir des éléments de provenance animale, d'insectes ou de plumes, c'est vrai. Même d'ammonite, quand il y a un fragment d'ambre du Myanmar qui contient une ammonite. La pierre d'ambre existe depuis des milliers d'années, correction des millions d'années, voire des centaines de millions d'années, puisque les plus vieux ambres datent du Carbonifère, déjà. Donc 300 millions d'années. Plus de 300 millions d'années même. On l'utilisait même au cours de la préhistoire dans la confection de bijoux, d'objets d'art, d'ornements, et c'est vrai. C'est vrai, ça, on utilisait, même Néandertal utilisait d'ailleurs des fossiles dans la confection de ces objets d'ornement. Donc ça c'est vrai. Elle se serait formée dans la mer Baltique il y a entre 40 et 60 millions d'années. Non, enfin, si, mais c'est pas tout... Oui, les êtres humains se forment au Japon. Cette affirmation est aussi vraie que les êtres humains se forment au Japon, ou apparaissent au Japon. Oui, il y a des êtres humains au Japon qui naissent, c'est vrai, mais c'est pas là, on n'en trouve pas que là, heureusement. Et d'ailleurs, je souligne, il y a une carte un petit peu plus bas, les gisements d'ambre, qu'elle s'appelle. Bon, je l'ai survolé un petit peu, l'article, je l'ai pas lu, mais je l'ai survolé un petit peu, et donc il y a une carte, les gisements d'ambre, Russie, donc la Baltique, le Mexique, le Pérou. Bon, comment tu peux mettre cette carte 3 paragraphes après avoir posé l'affirmation ça vient de la Baltique. Bon, et en plus 40 à 60 millions d'années, c'est pas une fourchette, c'est un râteau. L'ambre de la Baltique, il est de l'Éocène, donc il a 40 millions d'années. Point. Bref, c'est comment tu poses l'affirmation ça vient de la Baltique et après tu mets cette carte là. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Celtes, par exemple, travaillaient l'ambre et en faisaient des perles pour les colliers et des bracelets. Ça peut être vrai, mais je n'y connais rien en archéologie celte. Mais la pierre d'ambre est surtout associée... Je dis d'ambre parce que la pierre ambre, pour moi, ça marche pas. Grammaticalement, mon cerveau y bug, donc je vais dire pierre d'ambre. Est surtout associée à un grand nombre de légendes qui ont traversé les siècles. Et évidemment, si c'est vieux, c'est vrai. Comme d'habitude. L'ambre est une matière mythique remplie de vertus et de mystères. Oh, c'est tellement mystérieux un bout de carbone. C'est le symbole du soleil, de la pureté et de l'immortalité. Vous expliquerez le coup de l'immortalité à ce pauvre Oculus Dentavis, ce pauvre petit lézard, retrouvé la tête coincée dans l'ambre, là. Vous voyez, une reconstitution de sa tête ici. Donc vous lui expliquerez l'ambre t'a rendu immortel. Oui, bon, en quelque sorte, oui. Donc ce que je t'ai dit était vrai, mais d'un certain point de vue. D'un certain point de vue ?
pour lui, la conséquence principale, ça a quand même été de se noyer dans un bout d'ambre, quoi. Hein. Donc l'immortalité, bof. Et évidemment, c'est le symbole du soleil. Pourquoi ? Parce que c'est jaune. Sachant qu'ils sont pas tous jaunes en réalité, mais bref, c'est le symbole du soleil parce que c'est jaune. Voilà. La légende de Jūratė et Kastytis, connue pour être une des plus célèbres légendes en Lituanie. Bon, c'est normal, on est sur la Baltique. Faut bien expliquer l'origine de l'ambre, sauf que dans les civilisations pré-scientifiques, on avait des origines qui étaient mythologiques, littéralement ce qu'on appelle aujourd'hui des géomythologies, c'est-à-dire des mythes faits pour expliquer des phénomènes géologiques. Jūratė, déesse des sirènes, vivait dans un palais d'ambre, tout au fond de la mer Baltique. Elle avait une vie paisible en accord avec la faune marine, mais un jour elle rencontra Kastytis, qui était un pêcheur qui lançait ses filets trop près de sa demeure. Elle avait décidé de le chasser elle-même, car ce pêcheur n'obéissait pas aux sirènes qui avaient tenté de le faire fuir. Kastytis continuait de remplir ses filets de poissons. Alors que Jūratė l'observait, elle remarqua son incroyable beauté et tomba éperdument amoureuse. C'est l'histoire de Aquaman, ça, non? C'est la déesse de la mer, le pêcheur, enfin le gardien de phare, il tombe amoureux et paf, Aquaman. Elle l'emmena avec elle dans son palais d'ambre au fond de la mer et il se noya. Fin. Or, Percunas, dieu du tonnerre et père de tous les dieux, entra dans une grande fureur quand il l'apprit. En effet, il avait promis Jūratė à un autre dieu. Alors, c'est vraiment l'histoire d'Aquaman, hein. Alors, il déchaîna des tempêtes et envoya des éclairs venus des cieux sur le palais. Celui-ci explosa en milliers de morceaux et paf, ça a fait des chocs à pic. Et Kastytis mourut. Kastytis, il était déjà noyé, hein. Jūratė fut également puni et enchaîné aux ruines de son palais, condamné à être ballotté par les fleuves et à pleurer son bien-aimé. Et c'est pour ça que la mer est salée. Cette légende continue à ressurgir lors des tempêtes, car une fois l'accalmie, on retrouve des morceaux d'ambre sur la plage. La légende raconte que ce sont les larmes de Jūratė, claires et pures comme son amour pour Kastytis. Qu'est-ce que tu racontes, mec? Tu viens de nous passer 3 paragraphes à nous expliquer que c'était son château qui avait explosé en 1000 morceaux, et maintenant, la légende raconte que ce sont ses larmes. Pourquoi? Les autres légendes. Cette explication concernant les ambres, qui serait le résultat de larmes de divinité, non c'est pas ça, se retrouve dans d'autres légendes de l'Antiquité. Selon d'autres versions, l'ambre serait la conséquence des larmes des Héliades, filles d'Hélios et des sœurs de Phaéton. Hélios frappa son fils Phaéton, qui lui avait volé son char, provoquant de grandes catastrophes. T'as volé la voiture de ton daron, en même temps, tu l'as mérité. Hein. Phaéton tomba dans un fleuve et se noya. Hélios transforma ses filles en peupliers qui bordèrent ce fleuve. Les larmes tombèrent à l'eau et se transformèrent en ambre que nous trouvons de nos jours. Une autre légende raconte que Apollon, banni de l'Olympe, versait des larmes d'ambre. Elles symbolisaient sa nostalgie du paradis et ce qui l'unissait encore à l'Élysée, comme Macron. Il existe encore beaucoup d'autres légendes. Cette blague ne marchera que quand les élections seront passées, évidemment. Il existe encore beaucoup d'autres légendes sur cette pierre d'ambre qui possède de nombreux bienfaits et de nombreuses vertus. Alors parlons-en des bienfaits et des vertus soi-disant de l'ambre, puisqu'il y a des articles paléontologiques qui se sont intéressés à ça, notamment Christopher Define qui a écrit un livre, donc Les fossiles en tant que pharmacopée paléontologique, et il y a tout un énorme chapitre sur l'ambre. Donc si on se dirige vers ce chapitre, on voit que on nous explique tous les usages médicinaux que l'ambre peut avoir. Et donc évidemment c'est jaune, donc ça évoque le soleil, évidemment. Ceci dit, dans le même article, c'est jaune, donc ça évoque aussi les lynx, la pisse de lynx. Et oui, il y a aussi des croyances liées à l'ambre qui rattachent l'ambre à la pisse de lynx. Faut le savoir. Fallait le savoir quand même, hein, c'est important. Donc oui, c'est pas jaune que comme le soleil. Et il nous donne notamment des tableaux qui sont des résumés des croyances médicales à propos de l'ambre. Donc là, ça commence entre le 1er et le 5e siècle. Alors voilà, les maladies des oreilles, la fièvre, la gorge, le poison, quand on crache du sang, la tuberculose, les suppurations, évidemment, hein, puisque si ça ne soigne pas les suppurations, qu'est-ce que ça pourrait soigner?
La chiasse, évidemment, les caillots, les goitres. Ah bah ça soigne tout, les vomissements, l'épilepsie. Évidemment ça facilite l'accouchement. Donc et tous les problèmes gynécologiques, l'épilepsie, les vertiges, l'asthme, la cataracte, la gonorrhée, évidemment. Qu'est-ce que vous allez vous mettre? Qu'est-ce que vous allez essayer de vous soigner votre gonorrhée avec des médicaments? Enfilez-vous un petit bout d'ambre. Gwyneth Paltrow style. Gwyneth Paltrow style. Ouch. Gwyneth Paltrow style. Ça vous soigne les blanches sur un toast. Je sais pas ce que c'est. Mais ça vous soigne les blanches sur un toast. C'est délicieux sur un toast. La léthargie, on retrouve. La peste, évidemment. Bah oui, hein, à partir de 1661, ça soigne la peste, l'ambre, évidemment. Et même jusqu'au XVIIIe siècle, on a tout. Regardez cette liste, les diarrhées, les convulsions, ça en rajoute et on en rajoute et on en rajoute. Bref, quand vous avez un médicament qui soigne tout ça, hein, selon un mec en plus, hein, je veux dire, selon un mec, ça soigne tout ça. Bah, globalement, c'est que votre médicament, il est pas hyper spécifique et de fait probablement pas hyper efficace. Donc oui, il a de nombreuses vertus, on croit en tout cas qu'il a de nombreuses vertus, et c'est bien ça le problème, c'est qu'il a un peu trop de vertus, c'est un peu trop pour être vrai si vous voulez, hein, c'est... Ou alors, l'autre solution, c'est comme l'hydroxychloroquine, ça soigne tout mais dans les tubes à essai. Ça oui, c'est vrai, l'hydroxychloroquine, ça soigne tout dans les tubes à essai. Ceci dit, le napalm aussi, ça tue tout dans les tubes à essai. Ça tue les germes, c'est extrêmement efficace. L'eau de Javel, mais je ne vous inviterai pas à en boire, ceci étant dit. Eh oui. Donc c'est vrai, faut éviter, faut faire gaffe quand ça a un peu trop de bienfaits. Les gisements d'ambre. Donc les principaux gisements se situent en Lituanie, mais aussi au Pérou, en Russie, au Mexique. Vous connaissez évidemment probablement l'ambre dominicain aussi, donc de par là, et vous connaissez probablement aussi l'ambre du Myanmar. Chacun de ces ambres étant globalement exploité d'une façon plus ou moins sale, notamment en Russie et en Ukraine. La façon dont l'ambre est miné et ensuite vendu comme étant de l'ambre de la Baltique est assez déplorable puisqu'elle conduit à de grandes catastrophes écologiques. Hein. Il balance de l'eau avec des pompes à bagnole, c'est ce que vous explique ce paragraphe. Il balance de l'eau dans des pompes à bagnole et puis il y a des gens qui pataugent à l'intérieur pour ramasser l'ambre. C'est des gangs qui dirigent ça parce que c'est des mines illégales. Donc oui, quand on vous vend de l'ambre de la Baltique et que vous vous imaginez que ça vient de Lituanie, ben oui, en Lituanie c'est l'Union Européenne et donc ça va. Il y a des régulations, etc. Mais bon, quand ça vient de Russie et d'Ukraine, bah, c'est un peu plus sale. Et c'est aussi vendu comme étant de l'ambre de la Baltique, parce que c'est les mêmes couches, hein, évidemment. Donc faut faire attention à la provenance de ces pierres. Très 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 attention. Les bienfaits de l'ambre en lithothérapie. Les bienfaits sur le plan psychique. Ah, alors, ça soigne quoi pour eux ? La chiasse, on refait la liste comme tout à l'heure. L'ambre possède une nature solaire de type masculin, parce que c'est jaune pipi. Et le pipi, c'est les garçons. On sait bien que les filles, ça fait pas pipi ni caca. Faut pas mégenrer l'ambre, c'est caca. Ce qui permet à son porteur de surmonter ses blocages. Ah, la chiasse. La fameuse chiasse. Ceci dit, là, c'est le contraire, du coup, ça. Tout à l'heure, ça soignait la chiasse, maintenant, ça soigne les blocages. Donc ça soigne la constipation. Il faudrait savoir. Il faudrait savoir un peu. C'est une pierre d'équilibre qui calme celui qui l'arbore. Elle lui permet de se retrouver. Elle est qualifiée de pierre purificatrice, absorbant le mal-être et redonnant de l'énergie, du courage et du dynamisme. Elle procure beaucoup de bien aux personnes en détresse morale, souffrant de grande tristesse. Elle lutte efficacement contre le stress, l'anxiété, les angoisses, permettant de bénéficier d'un sommeil de qualité sans cauchemar. Ah, ça, on en reparlera du sommeil de qualité sans cauchemar parce que c'est une des croyances connues à propos des ammonites. Donc, je suis sûr que ça va revenir, ça, avec les ammonites. Donc, comme par hasard, à chaque fois, ça soigne la même chose, vous savez. C'est comme l'homéopathie, ça soigne le stress, l'anxiété et la perte de sommeil. Bah oui, c'est normal, c'est ce que soignent les effets contextuels, c'est ce que soigne l'effet placebo. Quand on y croit, ça soigne l'anxiété,
Et quand on vous donne un cachet de sucre en vous disant vous verrez, ça va vous faire dormir, bah tout de suite ça aide à dormir parce que c'est l'effet placebo. Le placebo a un effet et c'est généralement les effets contextuels ou ce qu'on classe comme étant des effets contextuels. Mais voilà, le bisou sur le bobo, c'est pareil, c'est un effet contextuel. Effectivement, le gamin va mieux après. Ça a un effet. Ça n'a rien fait de particulier, mais ça a eu un effet sur la douleur. Donc c'est très bien. Ça marche. Donc là, c'est exactement ça. Vous voyez, l'ambre, ça soigne les effets, ça soigne comme un effet contextuel. Pourquoi? Bah parce que ça soigne comme un placebo. Il suffit d'y croire. Son rayonnement, associé au soleil, redonne la joie de vivre, représente le printemps après l'hiver parce que c'est jaune. Cette énergie chaleureuse provoque la sérénité et la confiance en soi. Elle apporte de la patience à celui qui l'utilise, elle lui fournit une certaine lucidité et renforce sa motivation afin qu'il puisse atteindre les buts fixés. Tout ça avec un collier en cailloux. Ouais. Ceci dit, si le bout d'ambre est suffisamment gros accroché à ton cou, et que le but fixé c'est d'atteindre le fond de la piscine, ça marche. Cette pierre, ambre, favorise le travail intellectuel car elle augmente les capacités de concentration et de réflexion. C'est un bout de caillou. C'est du carbone compressé et cuit par la tectonique. C'est tout. Comment est-ce que ça favorise le travail intellectuel ? Faut prendre, c'est comment? Faut le suçoter, faut le prendre en cachet, faut faire comment? Elle est également un excellent booster de vitalité et booste les facultés de mémorisation. Ouais. Bah pareil, hein, effet contextuel. Elle procure une grande force mentale grâce à ses nombreuses vertus énergisantes, surtout quand on y croit. Elle élimine les tensions et les énergies négatives qui empêchent d'avancer et provoque l'optimisme, parce que c'est jaune. Elle favorise la méditation et le développement spirituel. Surtout enfoncé dans le rectum, j'imagine que ça aide à méditer. Pas bouger, pas bouger. C'est bien fait sur le plan physique. L'ambre donne au corps le pouvoir d'éliminer et de favorise les chakras de la gorge. Le pouvoir d'éliminer. On te dit pas ce que ça élimine, c'est littéralement, tu deviens un dieu de la destruction. Élimination! Élimination! L'ambre donne au corps le pouvoir d'éliminer. Ça rejoint la diarrhée, hein, d'ailleurs. Ça rejoint surmonter les blocages. Et ça favorise le chakra de la gorge, donc il faut apparemment l'avaler ou le suçoter. C'est une pastille. C'est une pastille drill. Cette pierre procure un apaisement total, ce qui facilite le sommeil réparateur et engendre une belle vitalité. Donc ça, c'est la même chose qu'au-dessus, ça n'a rien à voir avec des bienfaits physiques. Cette énergie permet de renforcer le corps et d'éliminer tes ennemis. Elle favorise également la bonne circulation des fluides corporels en général. Encore une fois, on en revient à la chiasse. Hein. Elle protège des polluants extérieurs. On aimerait bien savoir comment. Si vous mettez un petit aspirateur dedans, oui, elle protège des pollutions extérieures, mais des polluants extérieurs, mais comment? Je veux dire, un masque, oui, ça protège des polluants. Mettez un masque hein, directement, si vous voulez vous protéger des polluants extérieurs. Pourquoi vous allez mettre un caillou là pour protéger de ce qui va là? Je comprends pas. Des petites boucles d'oreilles en ambre comme ça, et puis ça va protéger tes oreilles des polluants extérieurs. Ça empêche d'entendre les cons, c'est ça? Des petites oreilles en ambre, parce qu'il m'en faut, hein. Ah ouais, ça marche. Donc ça n'a aucun effet. Hein. Je veux dire, ça donne au corps le pouvoir d'éliminer, mais on sait pas quoi. Ça favorise un chakra de la gorge, voilà. Mais c'est spirituel, du coup, c'est pas physique. Ça, c'est du répété de ce qu'il y a au-dessus, et ça favorise la circulation des fluides corporels, on sait pas comment, et ça protège des polluants extérieurs, on sait pas comment. Voilà. L'ambre et les signes astrologiques associés. L'ambre peut être porté par tous les signes, mais son efficacité est augmentée sur les signes suivants. Vierge, symbole de l'analyse, de l'organisation. Ce signe d'un naturel angoissé s'associe parfaitement avec une pierre ambre, car elle le soulage de ses peurs et de son anxiété. Ce signe est obsédé par le rangement et l'ordre. Il possède un esprit pratique et un sens de l'aide envers autrui. Son principal défaut est un énorme manque de confiance en lui. Porter une pierre ambre lui apporte de la sérénité et l'apaise. En amour, il est très peu sentimental et une grande peur du rejet due à sa peur de l'abandon. Il préférera rester seul
en éliminant, en ayant le pouvoir d'éliminer. Gémeaux, symbole de la communication, des échanges et de la curiosité, ce signe est apprécié pour sa légèreté. Bah, sauf si vous accrochez la grosse boule d'ambre de tout à l'heure, quoi. Il est très amusant et spirituel. On aime être avec lui. Il a un côté solaire, comme une pierre d'ambre, parce qu'il est jaune. Non, ça c'est parce que t'as la cirrhose, GG. Gérard le Gémeaux, c'est mon GG, ça c'est parce que t'as la cirrhose, mon GG. Ça a rien à voir avec la pierre d'ambre. Il sait jongler avec l'ambre, avec les mots, pardon, et séduit son oratoire avec ses anecdotes. La pierre d'ambre lui permet de protéger sa gorge et de faciliter le dialogue, lui donne une certaine assurance. En amour, c'est un séducteur né. Il aime butiner et a du mal à se fixer. Ah bah voilà, butiner. Butiner, plante, fleur, fleur, ambre. Résine, ambre. Voilà, là, je vois le rapport. Il a très peur de perdre sa liberté. C'est avec le temps et l'âge qu'il finira par se poser, par se coller comme un moustique dans l'ambre. Tout est lié. Lion, symbole de la puissance et de la loyauté, ce signe est très généreux et orgueilleux. Il aime être flatté et devient vaniteux. Cependant, il représente également l'amour, le cœur et la passion. Il adore être au centre de toutes les intentions, d'un caractère dominateur, il est habitué à se faire obéir. C'est littéralement le lion c'est le roi de la jungle, alors il est habitué à se faire obéir et il est dominateur. C'est vraiment les stéréotypes sur l'animal lion retranscrit dans l'astrologie, quoi. C'est retranscrit sur les humains. Ça n'a aucune espèce de vague originalité, quoi. Sachant qu'à la base, c'est juste une constellation qui ressemble même pas vaguement à un lion, en fait. C'est surtout ça le truc, c'est... What? Bref. Il dégage une certaine aura comme un soleil. Et il est jaune, mais oui, le lion il est jaune. Comme un soleil, comme de l'ambre, tout est lié. Force jaune, prêt pour le combat. La pierre ambre lui procure cette flamboyance et cette confiance en lui. En amour, il est passionné, généreux. Il aime l'idée de se marier, c'est un être fidèle et loyal. Ouais, ça fait longtemps que t'as pas vu un lion quand même, hein. Le chakra du plexus solaire à l'ambre. Les 7 chakras majeurs, donc le chakra couronne, le chakra troisième œil. Alors, je rappelle que le troisième œil, il devrait être situé à l'arrière de votre tête, hein, normalement. Le troisième œil, c'est un organe qu'on retrouve chez certains lézards actuels, comme les sphénodons, par exemple. Regardez, là, voilà, le haut de la tête d'un sphénodon, il a un troisième œil, ici, situé au sommet du crâne, entre les os pariétaux. Et c'est un véritable œil. Sauf qu'il voit que la différence entre le jour et la nuit. Mais sinon, pour tout le reste, c'est un véritable œil. Et donc ce troisième œil, vous voyez, il y a les yeux là et là, donc ici vous avez les os frontaux, et à l'arrière des os frontaux, vous avez les pariétaux. Donc le troisième œil, il est situé au niveau des pariétaux, normalement. Mais vos pariétaux, ils sont pas là, ça c'est vos os frontaux, c'est ce qui forme votre front. Vos os pariétaux, ils sont à l'arrière de votre crâne, donc si vous aviez un troisième œil, il serait pas là. Il serait pas du tout là, il serait à l'arrière de votre crâne, votre troisième œil. Bref, chakra de la gorge, chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, celui qui est associé à l'ambre, donc il est jaune, oui, chakra sacré et chakra du cul. Le chakra du plexus solaire et le chakra de l'ambre, c'est le chakra jaune, le point énergétique responsable du bien-être au quotidien. Il aide à avoir une vie sereine physiquement comme mentalement. Il permet également d'apporter l'énergie pour éliminer ses ennemis, pour avoir le pouvoir d'éliminer. Je suis force jaune devant, marron derrière. L'entretien et la purification et la recharge de votre ambre pour seulement 2,50€ par semaine. Non. Dès l'achat de votre pierre ambre, il faut la purifier des énergies négatives qu'elle a accumulées jusqu'à votre domicile. Surtout si vous vivez à Paris, hein. Là, sur rien que la route entre le magasin et chez vous, la quantité d'énergie négative qu'elle accumule, ça devient du slime, là, comme dans SOS Fantôme. Les opérations suivantes sont à renouveler une fois par mois ou après chaque utilisation intense. Trempez votre pierre d'ambre dans de l'eau de source pendant 24 heures. Et ben, si on n'a que de l'eau du robinet. Ou alors, et quelle eau de source il faut prendre? Est-ce qu'il faut prendre de l'Atonon? Est-ce qu'il faut prendre de la Volvic? Si l'eau elle est un peu dure, par exemple, si elle est très chargée en calcaire, est-ce que ça injecte des ondes négatives?
Essuyez-la délicatement avec un chiffon doux. Bon bah ça répond à ma question. Faut que ce soit doux, faut pas que ce soit dur, faut que ce soit doux. Only do. Ouais, c'est assez dur, hein. Bah non, c'est doux. Déposez-la au soleil de l'aube pendant 2 heures pour la recharger en énergie positive. Pas à Paris, parce que généralement le lever du soleil c'est aussi globalement l'heure de pointe, surtout en hiver, donc évitez de la foutre. Sinon elle va absorber les polluants, on l'a dit tout à l'heure, ça absorbe les polluants là. Donc voilà, foutez pas ça dehors à votre balcon à Paris, ça va absorber toute la merde qu'il y a dehors. Vous pouvez également la recharger sur un amas de quartz, parce que oui, tout le monde a son petit amas de quartz à la maison, ou une druse d'améthyste pendant 24 heures, et le petit lien évidemment pour que tu... Et ça, c'était l'ambre. On passe aux ammonites. Les ammonites qui sont donc, d'après cette photo, des ammonites de Madagascar. Les fameuses ammonites de Madagascar, vous savez, celles qui sont tellement bien ramassées. Hein, c'est que de l'énergie positive quand ils ramassent les ammonites à Madagascar. Hein. Regardez, ça c'est une mine à Madagascar. Les mecs, ils sont pieds nus avec des barres à mine dans la mine. Donc ils sont littéralement en train de taper là, à 20 cm de leurs pieds nus, ils ont pas de casque, ils ont pas de combinaison, ils ont des vêtements complètement déchirés, mais oui, que de l'énergie positive dans vos ammonites malgaches, évidemment. Propriété. L'ammonite appartient au sous-groupe éteint des mollusques céphalopodes. Une phrase, une connerie. Alors, je vous refais la phrase, mais correcte. Les ammonites, parce qu'il n'y en a pas qu'une, appartiennent à un sous-groupe éteint de mollusques céphalopodes. Voilà, ça c'est la phrase correcte. Parce que l'ammonite, c'est pas une espèce, appartient au sous-groupe éteint des céphalopodes. Excusez-moi, mais les céphalopodes, ça existe encore. Hein, les poulpes, les pieuvres, les nautiles, tout ça, ça existe encore aujourd'hui. Hein. Vous avez pas vu Wikipédia depuis longtemps ou ça fait longtemps que vous avez pas regardé un documentaire animalier, c'est comment ça se passe. Bref, c'est une sorte de fossile avec une coquille en forme de spirale. Faux, c'est pas une spirale. Une spirale, c'est un escargot. Un escargot, c'est une spirale. Ça, c'est plan spiralé. Oui, je sais, c'est plus compliqué. Mais c'est pas une spirale. Cette coquille est enroulée comme celle de l'escargot, faux, et est composée de différentes loges séparées par des cloisons. Seule la dernière était occupée par l'animal. Ah bah ça enfin c'est vrai. Cette forme de spirale lui a donné son nom. En effet, elle ressemble à une corne de bélier comme les cornes d'Amon qui symbolisent le dieu égyptien, souvent représenté sous l'apparence d'un bélier. C'est le naturaliste Pline l'Ancien, 23 ans après Jésus-Christ, 78 après Jésus-Christ, qui nomma ainsi les ammonites dans son encyclopédie Histoire naturelle. Ça, c'est vrai, oui. Pour mémoire, un céphalopode est un mollusque dont la tête et la bouche sont pourvus de tentacules. Il est à noter que les céphalopodes actuels sont pourvus de coquilles. Ah non, pardon, il est à noter que les céphalopodes actuels sont dépourvus de coquilles. Pardon, autant pour moi. J'étais en train d'halluciner qu'elles disent que tous les céphalopodes actuels... j'étais en train d'halluciner qu'ils étaient en train de dire que les céphalopodes sont pourvus de coquilles, alors que non, la plupart, justement, n'en ont pas. Mais oui, non, c'est bon. Donc ils sont, pour la plupart, dépourvus de coquilles, sauf les nautiles, sauf les argonautes femelles quand elles se reproduisent, sauf les seiches qui ont une coquille intérieure, sauf les calmars qui ont aussi une petite coquille intérieure qu'on appelle la plume. Bon bref, c'est grosse affirmation. Hein. Les fossiles de céphalopodes, comme les ammonites éteints, étaient autrefois beaucoup plus nombreux. Les fossiles de céphalopodes comme les ammonites étaient autrefois beaucoup plus nombreux. Ça sort d'où cette phrase ? Ce que tu dis n'a aucun sens. Bah, c'est sûr que quand ils étaient vivants, ils étaient plus nombreux. Oui, là, maintenant qu'ils sont tous crevés, il y en a moins. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. L'anéantissement des ammonites a eu lieu en même temps que l'extinction des dinosaures. Non aviens, précisons-nous. Les ammonites existaient à l'époque jurassique, soit il y a entre 200 et 66 millions d'années. Non, les époques jurassiques et crétacées de 200 à 66 millions d'années. Le Jurassique, le Jurassique, ça s'arrête à 150 millions d'années. Et après, on entame le Crétacé. On l'a trouvé dans tous les océans du monde. Ça, enfin, c'est vrai. L'ammonite est composée de carbonate de calcium. Elle possède une dureté de 4 à 6 sur l'échelle de Mohs.
Et je parie que ça vous parle, ça, l'échelle de Mohs, hein? Donc c'est l'échelle de dureté de Mohs, voilà, le verre raye l'ongle, le quartz raye le verre, le diamant raye le quartz, et donc le diamant c'est ce qu'il y a de plus dur. Pour comparaison, le diamant a la dureté la plus élevée, soit 10 sur cette même échelle. Oui, l'échelle est calibrée sur le diamant, donc évidemment c'est le diamant qui est le plus dur. Elle a différentes couleurs, l'ammonite, pas le diamant. Elle a différentes couleurs allant du brun au jaune au marron. Oh, putain, mais si c'est jaune, ça va se mélanger avec l'ambre. On saura plus quoi penser de l'ambre dans ce cas, mon dieu. Les plus proches descendants de l'ammonite sont le calamar, le poulpe, la seiche et le nautilus. Ah, mais donc il est au courant que c'est pas un groupe éteint, les céphalopodes? Bah alors, pourquoi? Les espèces d'ammonite sont d'excellents marqueurs chronologiques. Oh, j'ai cru qu'il allait sortir chronostratigraphique, j'ai eu un petit peu peur, là en raison de leur évolution. Au moins ils sont pas créationnistes. Grâce à leur large distribution et leur rapidité d'évolution, les fossiles d'ammonite facilitent l'indexation et la datation des roches. Là t'as fait un copier-coller de Wikipédia. Je crois pas que tu connaisses ces mots-là. Il est à souligner que les ammonites peuvent mesurer quelques centimètres jusqu'à plus de 2 mètres de diamètre. Effectivement, un très bel exemple de très grosse ammonite est visible au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, juste dans l'entrée. Histoires et légendes, enfin juste dans la sortie techniquement, puisque c'est plus par là qu'on sort, mais bref, c'est dans l'entrée quand même, quoi, c'est dans le hall. Histoires et légendes. L'ammonite est souvent reliée, en raison de sa forme, au cercle de la vie de l'évolution. Ce fossile est réputé pour rétablir le lien spirituel avec la nature et les animaux. Par ailleurs, il se raconte que les premiers disques utilisés par les Grecs aux Jeux Olympiques étaient en fait une ammonite fossilisée. Ça, j'ai jamais entendu cette histoire. Je vous renvoie à Dragon's and Thunderstone, qui est le livre de Ken McNamara sur l'histoire de justement de toutes les mythes et de toutes les légendes qui se racontent sur sur les fossiles, quoi, la préhistoire des fossiles et l'antiquité des fossiles. Et donc que ce soit dans ce livre-là ou dans le livre de Adrienne Mayor que j'ai déjà cité plein de fois, The First Fossil Hunters, jamais entendu parler de cette histoire-là. Donc je ne saurais pas dire si elle est vraie ou pas, mais à mon avis, je sais pas d'où elle sort, quoi. Puis, selon la croyance grecque, il suffisait de placer une ammonite sous l'oreiller pour procurer un sommeil de qualité ou avoir des visions divines. Donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. En Inde, l'ammonite évoquait le dieu Vishnu, dieu de la stabilité du monde, dieu du temps, et elle était utilisée lors de cérémonies en offrande. Et elle l'est toujours dans certaines parties de l'Inde. Les ammonites sont principalement ramassées dans la rivière Gandaki au Népal. Elles portent le nom de Shaligram Shila. Donc effectivement, si vous googlez Shaligram, vous allez tomber sur ces cérémonies. Ça, c'est vrai. Au Moyen-Âge, en Europe, on pensait que l'ammonite était un serpent enroulé, pétrifié. Ainsi, en Angleterre, l'ammonite était nommée snakestone ou serpent de pierre. On considérait qu'elle était une preuve de miracle. La légende raconte que Sainte Hilda, 614 à 680, aurait éradiqué les serpents qui envahissaient son monastère en leur coupant la tête. Ceux-ci se seraient recroquevillés en spirale et auraient été changés en pierre. En réalité, toutes les régions d'Europe avaient leurs propres saints qui avaient changé les serpents en pierre, mais c'est vrai que c'est surtout en Angleterre que c'est très répandu comme histoire. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on voit sur la couverture du livre de Éric Busteau, Fossiles et croyances populaires. Donc Éric Busteau, paléontologue français, Fossiles et croyances populaires, qui traite justement exactement de ce sujet-là, donc je vous le recommande. Et au passage, je vous montre The First Fossil Hunters de Adrienne Mayor, qui est aussi un excellent livre pour l'histoire des sciences et l'utilisation, enfin pour ce qu'on connaît de l'utilisation antique des fossiles. Bon bah ça c'était la partie qui était correcte. Maintenant on va passer à la partie qui l'est beaucoup moins. Les bienfaits de l'ammonite en lithothérapie. C'est bien fait sur le plan psychique. Psychologiquement, l'ammonite stimule l'instinct de survie, apporte une stabilité dynamique. Alors, je vous invite à réfléchir sur la notion de stabilité dynamique. Un mouvement statique. Une entité similaire. Engendre une relation forte à la nature. Toutes ces actions procurent la paix et la sécurité au porteur de l'ammonite. Elles lui permettent de prendre les bonnes décisions et de surmonter les difficultés rencontrées dans la vie. L'ammonite soulage la peine ressentie lors de la perte d'êtres chers, lors des ruptures douloureuses ou lors de licenciements abusifs. Elle donne la force de continuer à avancer et parfois de prendre de nouveaux départs. Elle aide également à relever les défis. Le céphalopode, peut-être qu'il t'aurait serré la pince pour t'aider à relever les défis, mais enfin l'ammonite c'est un caillou.
Cet incroyable fossile aide à oublier le passé douloureux, à profiter du présent, à envisager l'avenir sereinement. Il éloigne les relations qui dégagent des énergies négatives, surtout quand vous leur balancez l'ammonite à la gueule. C'est très efficace. L'ammonite peut également convertir toutes les énergies reçues en positivité et en amour. Bon, sauf si elle est radioactive, là c'est de l'amour au plutonium, c'est pas génial. Elle dégage un fort pouvoir protecteur. La radioactivité, ça désinfecte, oui. L'ammonite favorise l'introspection et la reconnexion avec soi. Elle est excellente pour la méditation. Elle peut ainsi expliquer la nature de certains blocages provoqués par les traumatismes liés à l'enfance. Son porteur est alors libéré de ces fantômes qui le hantent. Ce fossile rétablit l'équilibre qui aide à atteindre un état serein. Il développe la confiance envers les autres. Son porteur fait preuve de compassion et d'empathie. Ce fossile est également connu pour augmenter la prospérité et la chance. Le seul bienfait qui est connu qui est pas connu, mais qui est proposé depuis des millénaires, et en plus ils en ont parlé juste au-dessus dans les histoires et les légendes, c'est que les ammonites placées sous l'oreiller, ça aide à dormir. Et c'est le seul qui est pas là. Donc encore une fois, je vous renvoie au livre de McNamara, qui explique en long, en large et en travers cette histoire. Hein. Vous chercherez où il parle d'ammonites dans le bouquin, si ça vous intéresse, mais il explique exactement ça, que les ammonites, elles sont utilisées pour ça, elles ont été placées jusqu'au 19e siècle, donc jusque très tard dans notre histoire, en Angleterre surtout, sous les oreillers, et ça aide normalement à dormir, ça aide à chasser les mauvais rêves. Bon, ça n'a aucun effet, c'est pas vrai. Je veux dire, le seul truc, c'est vous imaginez avoir si vous mettez une ammonite trop grosse sous votre oreiller, ça va plutôt déstabiliser votre sommeil qu'autre chose. Mais bref, c'est le seul truc qui, genre, on peut dire, ça fait des milliers d'années que tout le monde le fait, et donc on pourrait appeler cet effet, on pourrait invoquer cet appel à la popularité, cet appel à l'ancienneté, qui donnerait un petit peu de légitimité à tous ces effets lithothérapiques. Et ben non. On va s'asseoir dessus, on lui fait boire un coup d'eau tiède, et nous on va inventer des nouveaux bienfaits qui sont, encore une fois, c'est de la confiance en soi, c'est du bien-être, c'est juste des trucs, qui s'expliquent très bien par effet contextuel, quoi. C'est bien fait sur le plan physique. L'ammonite engendre un état serein et donc lutte efficacement contre le stress. Tiens, tout à l'heure, le stress c'était un état psychique, maintenant c'est un état physique. Elle combat ses nombreuses conséquences sur l'organisme. Ce fossile redonne de la vitalité et de l'énergie. Placé sous un oreiller, enfin. Placé sous un oreiller, il éloigne les pensées agitées et procure un sommeil de qualité. Sans réveil nocturne ou cauchemar, le porteur se réveille reposé. À la longue, il peut envisager de reprendre une activité physique en parallèle de son travail. À la longue, il peut envisager de reprendre une activité physique en parallèle de son travail. Alors, si vous avez du mal à dormir, faites l'activité physique d'abord et ensuite passez à l'ammonite. C'est bon. Encore une fois, surtout si c'est une ammonite malgache, moi, personnellement, savoir d'où elle vient, ça m'empêcherait de dormir. Enfin, ne pas savoir, au contraire, dans quelles conditions elle a été extraite, mais sachant que c'est probablement des conditions de merde, ça m'empêcherait plutôt de dormir, mais bon. L'ammonite et les signes astrologiques associés. L'ammonite délivre de nombreux bienfaits et vertus sur l'ensemble des natifs du zodiaque. Toutefois, ce fossile développe des affinités particulières avec certains signes astrologiques tels que les suivants. Le bélier, évidemment, ça ressemble à une corne. Symbole de l'action, de l'ardeur, du courage, ce signe représente l'enthousiasme, l'impulsion et le dynamisme. Le port de l'ammonite lui permet de prendre les bonnes décisions et de surmonter les difficultés rencontrées dans la vie. Volontaire et décidé, il possède un fort caractère et un esprit combatif. Il cherche volontiers la confrontation et adore remporter les combats. Il aime finir le premier, quelle que soit la compétition. Il dit franchement les choses et manque cruellement de diplomatie. Il peut ainsi se montrer blessant. Il termine toujours ce qu'il entreprend dans la vie, il possède un leadership naturel car il adore dominer et diriger, il a beaucoup de répondants et sait montrer le chemin aux autres. Il tire les chariots de Thor aussi. Très charismatique, il plaît beaucoup et se trouve souvent très entouré. Il sait ce qui est bon pour lui et pour les autres, il est audacieux et n'hésite pas à se lancer dans de nouveaux projets chaleureux et sympathiques. Il peut parfois faire preuve d'un excès d'autoritarisme. En amour, il a tendance à tomber très vite amoureux et de nombreuses fois. Il brûle d'ardeur, de désir et se montre passionné. Il aime partir à la conquête de son ou sa partenaire romantique. Il déteste la routine.
Alors lisez ce truc-là et dites-moi si si vous pourriez pas vous sentir concerné par ça, quoi. Il adore remporter les combats, voilà. Il aime finir premier. Il dit franchement les choses, voilà. C'est assez, c'est puits, quoi. C'est ce qu'on appelle les phrases puits. Chaleureux et sympathique, il peut parfois faire preuve d'excès d'autoritarisme, vous voyez. Ça veut tout dire et ça veut rien dire, quoi. Bon, c'est un des grands trucs de l'astrologie aussi, enfin des horoscopes surtout, les phrases puits qui s'appliquent à tout le monde. Symbole du mouvement, enfin Gémeaux, symbole du mouvement, des échanges et de la communication. D'ailleurs, ça dit pas en quoi l'ammonite va être compatible avec ça, hein, à aucun moment. J'en reviens à mon ammonite, hein, je suis désolé, mais ça dit à aucun moment en quoi l'ammonite est compatible avec le bélier, à part que ça a une forme de corne de bélier. Symbole du mouvement, des échanges et de la communication, ce signe représente les études, les chiffres et le mental. Le port d'une ammonide l'aide à oublier le passé douloureux et à profiter du présent et à envisager l'avenir sereinement. Toujours agréable, léger et spirituel, ce signe est souvent très bien entouré. Il considère que dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Il est souvent en mouvement, possède une belle vivacité d'esprit et de la curiosité intellectuelle. Il s'adapte facilement où qu'il soit et n'a pas peur du changement. Il aime les grands voyages qui l'emmènent très loin car il déteste la routine. Il donne l'impression que tout glisse sur lui, où il cache une belle sensibilité. Sous son aspect nonchalant, il semble que rien ne l'atteint. Mais il s'agit juste d'une attitude qui le sauve des moments difficiles. Il se comporte comme un éternel étudiant et multiplie les activités sans forcément les achever. Il s'intéresse à tout et assimile très vite, il se montre positif et optimiste. En amour, il se révèle séduisant, léger et amusant. Il aime passer de fleur en fleur et multiplier les expériences. Il n'est ni possessif ni jaloux. Il a très peur de l'engagement et de perdre sa liberté. Il lui faut une relation avec quelqu'un qui sache le cadrer. Avec la maturité, il vivra une belle histoire d'amour. Bah au moins c'est cohérent avec la description précédente, c'est juste beaucoup plus long, et donc l'ammonite va l'aider à envisager l'avenir sereinement. Parce que c'est ce qu'on a dit de l'ammonite au-dessus, hein. Non, les licenciements abusifs, ça chasse l'énergie négative, les blocages liés à l'enfance, ouais non, peut-être pas en fait. Verseau, symbole du futur, de la modernité et de l'amitié, ce signe représente la science, les découvertes technologiques et l'originalité. Le port d'une ammonite lui donne une force de continuer à avancer, de prendre de nouveaux départs et de relever les nouveaux défis. Ce signe est totalement tourné vers les autres. Il est le signe de l'altruisme. Ah bah ça, j'aime bien entendre que la science c'est altruiste. Surtout sur un signe qui se prône à ce point l'ésotérisme, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il croit beaucoup en la bonté de l'être humain, il rêve d'un monde plus égalitaire, abolissant les classes sociales, diffusant les connaissances de façon généralisée. Tu confonds Verseau avec communiste. Il a tendance à se montrer rebelle et parfois anarchiste. C'est un grand utopiste et idéaliste. Signe de l'intelligence et du futur, il a toujours de nouvelles idées pour réformer la société. Vous attendez beaucoup des Verseaux quand même là, hein, mais n'arrive pas à les concrétiser. Ah, dommage. Ce signe est réputé versatile, capable de changement à tout moment. Il s'intéresse à toutes les nouveautés technologiques et aux avancées de la science. Attention car il peut se montrer cassant, sec et autoritaire. Il ne supporte pas que l'on remette en question ses idées et ses opinions. Ça me rappelle certaines personnes sur Twitter, ça. En amour, il ne souhaite pas vivre de relations passionnées. Il a besoin de garder son indépendance et sa liberté. Il cherche un ou une partenaire indépendante et autonome et particulière. Cherche partenaire particulier. Il va préférer une relation d'amitié amoureuse. Donc il sort avec les Gémeaux, quoi. L'ammonite et les chakras. Donc l'ammonite a l'équilibre des chakras racines. Ah, donc l'ammonite c'est dans le cul. Ce qui est totalement cohérent avec le fait qu'on la mette sous l'oreiller. Exactement. Ce chakra se situe au bas de la colonne vertébrale, orienté vers la terre. Il est directement relié à l'homme et lui procure survie et prospérité. Le chakra racine équilibré, harmonisé, permet à la personne d'avoir confiance en elle. Elle aime la vie et ressent un sentiment de bien-être. Elle sent qu'elle a le pouvoir sur sa vie. Le chakra racine déséquilibré, pas assez ouvert, rend la personne hermétique à son entourage, à l'extérieur en général. Elle ne ressent plus aucune émotion, plus aucun sentiment envers quiconque et se ferme sur elle-même et devient égoïste, narcissique. Le chakra racine déséquilibré fermé engendre une perte totale de la réalité. La personne est instable, n'a plus de repères, elle manque terriblement de confiance en elle, et c'est là que vous pouvez lui vendre une ammonite qui va la guérir. Pardon, non. Par ailleurs, elle ne ressent plus aucun intérêt pour la sexualité et les sentiments.
L'entretien, la purification et la recharge de l'ammonite. Depuis sa récolte jusqu'à votre domicile, votre ammonite ne se purifiait plus, elle ne se rechargeait plus. Elle n'était plus en contact avec les éléments de la nature comme le soleil, l'eau ou la terre. C'est compliqué de garder un truc pas en contact ni avec le soleil, ni avec l'eau, ni avec la terre. L'ammonite, en tant que fossile, ne nécessite pas une purification intense. Plongez-la dans un verre très légèrement salé pendant 1 heure, d'un verre d'eau. J'allais dire, j'ai oublié de prononcer d'eau, mais non. Plongez-la dans un verre très légèrement salé. Voilà, vous prenez un verre et vous mettez du sel. Et voilà. Vous pouvez aussi opter pour la fumigation à la sauge blanche ou l'utilisation d'un bol tibétain. Ouais, c'est ça. Si vous voulez purifier l'air chez vous, cramez des trucs. Je m'adresse à toutes les personnes qui brûlent de l'encens. Et ouais. Pour purifier votre air, cramez des trucs. Ça envoie pas du tout des fumées, ça envoie pas du tout du carbone cramé, des goudrons, des machins. Non, allez-y, continuez. Purifiez votre air en cramant des trucs. Renouvelez l'opération 1 fois par mois en entretien. Rechargez votre ammonite au rayon du soleil l'après-midi pendant 2 heures ou déposez-la simplement sur une géode d'améthyste ou sur un amas de quartz, le même amas de quartz que vous avez utilisé pour recharger votre ambre, évidemment, pendant 2 heures. Pendant 24 heures, putain. Ah, ça recharge longtemps, les ammonites, hein. Et on n'en est pas à la moitié, hein. Le bois fossile, maintenant. Le bois fossile. Récolté un peu partout, mais aussi surtout à Madagascar. Les pierres en bois fossilisé. Le bois fossile est une des nombreuses particularités de la nature. Ce bois fossile est à la fois moitié pierre et moitié bois. Absolument pas. Il s'agit de bois, et donc en l'occurrence, ce bois fossilisé, c'est du bois silicifié, donc c'est 100% de la silice. Il n'y a plus de bois dans votre bois fossilisé, par contre, la silice a complètement remplacé le bois, et donc vous avez une pierre, mais qui a la forme du bois, et même jusqu'au niveau cellulaire, en fait, c'est vraiment atome par atome que le bois a été remplacé par de la silice. Mais par contre, c'est pas du tout moitié pierre et moitié bois. C'est complètement silicifié. On l'appelle également bois pétrifié, bois silicifié ou xyloïde. Bah voilà, en plus ils le disent bois silicifié. En effet, l'arbre s'est transformé en pierre, donc il est pas à moitié bois. C'est eux qui le disent en plus, hein, c'est pas moi. En effet, l'arbre s'est transformé en pierre par le principe de pétrification. Ce terme de bois pétrifié vient du grec pétro signifiant pierre. Le bois fossile est le résultat d'une longue transformation ayant débuté depuis des millions d'années au cours de l'ère préhistorique. L'ère préhistorique n'est pas une ère préhistorique. C'est pas une ère. Il n'y a pas une ère préhistorique. Les ères préhistoriques, il y en a beaucoup, mais les plus connus, ça reste quand même le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque. Ça, ce sont des ères préhistoriques. Une ère préhistorique, ça n'existe pas. Et en l'occurrence, tu peux avoir du bois fossile de chacune de ces 3 ères préhistoriques. Donc le paléozoïque, le mésozoïque ou le cénozoïque. On la date plus précisément depuis 225 millions d'années. Bah non, il y a du bois fossile bien plus vieux que ça, puisque ici même, en Afrique du Sud, on a du bois fossile jusqu'à 270 millions d'années. Et on peut remonter, trouver du bois fossile jusqu'au premier bois, à savoir Archaeopteryx, pas Archaeopteryx, l'oiseau, Archaeopteryx, le premier arbre. Donc c'est fin dévonien. Afin de bien comprendre sa formation, il faut avoir de bonnes bases en géologie, science qui étudie la Terre pour en comprendre la nature et l'ensemble des caractères du sous-sol d'une région. D'ailleurs, c'est une très belle définition de la géologie. En paléobotanique, étude des plantes fossiles et des grandes étapes de l'histoire d'évolution des végétaux, une autre bonne définition. Ou en paléo-environnement, environnement ancien allant de l'histoire jusqu'à la paléontologie, étude de la fossilisation des roches, etc. Moins bonne définition. En fait, il y a environ 225 millions d'années existait une forêt préhistorique d'une incroyable immensité et biodiversité. On trouvait de nombreuses variétés d'arbres, Araucaria, Chideria, Ginkgo biloba, etc. Alors les ginkgo qu'on avait il y a 225 millions d'années, c'était pas les biloba. Les biloba, c'est l'espèce moderne. Il y avait des ginkgo, famille des ginkgo, à l'époque, il y a 225 millions d'années, mais c'était pas les ginkgo biloba. Là, t'es quand même à la fin du Trias, hein, gros. C'est loin, hein, la fin du Trias. Et puis alors dire, à la fin du Trias, il y avait une immense forêt, ouais, enfin, il y a eu des immenses forêts ailleurs et à d'autres périodes, hein, quand même. À cette époque, toutes les espèces de dinosaures cohabitaient et se nourrissaient de la végétation de cette forêt. Alors, 225 millions d'années, t'es encore un peu tôt pour les dinosaures. Il y en a déjà, ils sont là.
Ils sont là, mais c'est quand même un peu tôt. Les seuls dinosaures qu'il y a à l'époque, c'est des petits machins bipèdes, ils sont encore dans le décor, hein, de la crise Trias-Jurassique qui va mettre les dinosaures sur le devant de la scène n'a pas encore eu lieu. Donc oui, les dinosaures cohabitaient, ils cohabitaient avec d'autres trucs qui les bouffaient, quoi. Puis des pluies incessantes se mirent à tomber, déversant des trombes d'eau, entraînant des milliers d'arbres. Un fleuve immense remplaça cette fabuleuse forêt, genre un fleuve immense dans le monde. Là, on est à la limite du créationnisme diluvien, tu sais. Et les arbres furent inondés. Les arbres furent recouverts d'eau, mais les arbres ne sont pas inondés. Hein. On n'inonde pas un arbre. Bien que noyés dans l'eau, ces arbres conservèrent leur aspect et leur constitution. Malheureusement, surgit un autre événement dévastateur. Je pense que là, on essaye de faire vaguement appel à l'événement pluvial carnien, qui a effectivement eu lieu dans ces eaux-là, mais à 233 millions d'années. 233 millions d'années, c'est donc avant la formation de tes arbres. Donc c'est dommage, si c'est ça. Malheureusement surgit un autre événement dévastateur tout aussi puissant, une éruption volcanique maintenant, éclata, formant une courge de cendres et recouvrant les arbres immergés dans l'eau jusqu'à 800 mètres de profondeur. Je ne sais pas de quoi il parle, on est complètement en roue libre là, ça y est, c'est la fin. Là, on avait eu quelques informations justes jusqu'à présent, mais alors là, c'est complètement la roue libre totale, quoi. C'est la roue libre. On est full invention. Une fois dissoutes dans l'eau, les cendres vont se mélanger avec les minéraux et remplir l'intérieur des troncs. Mais oui, bien sûr. D'abord par les fibres, puis par la sève. Mais oui, la fameuse sève des arbres qui se sont noyés déjà et qui sont morts. Le végétal se retrouve pris et enterré sous les sédiments. Au cours des millénaires qui suivirent, la partie végétale sera quasiment remplacée par les minéraux et deviendra de la pierre. C'est d'une naïveté presque mignonne de croire que tous les arbres fossilisés, que tous les végétaux silicifiés viennent d'une seule et même couche de 225 millions d'années. Je trouve ça presque mignon, en fait. Ce phénomène de silification provoqué par le remplissage des cavités de citrine, d'agate, d'opale, de calcédoine, voire même d'améthyste, va engendrer... Pourquoi ? Il vient de dire que c'est le remplissage de cavités par les cendres, et maintenant ça devient de l'agate, de l'opale et de la calcédoine, qui sont des dérivés de la silice. Va engendrer une multitude de couleurs. Les bois fossilisés présentent de nombreux coloris, des formes différentes, des dessins variés. Toutes ces différences sont dues au parcours subi par les arbres. Donc il y a des différences des arbres qui n'ont pas subi la même histoire, donc pourquoi leur attribuer tous la même histoire et le même âge? Je comprends pas bien. Les pierres de bois fossiles possèdent les caractéristiques du minéral qui a pseudomorphosé le bois, c'est-à-dire la silice. Ainsi on les nommera bois pétrifiés. Il est souligné, c'est vraiment un mash-up, on voit en fait qu'il y a eu du copier-coller de différentes sources, parce que du coup maintenant bois pétrifié, on réexplique ce que c'est que du bois pétrifié, on nous met ce coup-ci bois pétrifié entre guillemets, on nous donne des informations qui sont simili-contradictoires ou qui sont complètement sorties de leur contexte, parce que cette histoire d'éruption, je suis sûr que la personne qui a fait ce site internet a vu cette histoire quelque part, mais l'a juste complètement sorti de son contexte, donc on dirait, ouais, c'est vraiment un match-up de plein de concepts différents qui ont été tirés, copiés-collés comme ça, un peu au pif, et ça raconte, dans le but de raconter une histoire, mais ça ne marche pas du tout, quoi. Il est à souligner que les couleurs du bois fossile diffèrent selon leur composition et indiquent la notion précise sur leur formation. Présence de fer, couleur rouge, jaune, orange, brun, violette, noire ou verte. Présence d'uranium, couleur jaune, brune et verte. Ah bah voilà. Quand je vous le disais, mon rêve. Quand je vous disais que mon rêve c'était d'aller dans un magasin de lithothérapie pour aller avec un compteur Gégère, ben voilà. Le pire, c'est qu'ils le savent. Godzilla! Godzilla! Le pire, c'est qu'ils
le savent qu'ils vendent des trucs radioactifs, là. Ouais, laissez les ondes, prenez-le en pendentif et laissez les ondes pénétrer votre plexus solaire. Vas-y, fais-toi pénétrer les chakras par de l'uranium. On va voir ce que ça donne. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ils le savent en plus. Donc si vous avez un petit bout de bois d'une jolie couleur jaune, brune ou verte, c'est-à-dire pas vraiment facile à différencier de celui-là, hein, on est d'accord, eh ben vous avez peut-être de l'uranium dans votre bois, dans votre bois fossile. Content? Parce qu'effectivement le bois fossile est est réputé pour bien absorber la radioactivité. Et notamment, si vous avez c'est surtout le rouge qui est très associé à la radioactivité. Donc si vous avez chez vous du bois fossile de couleur rouge, je sais pas exactement pourquoi d'ailleurs, ça a à voir avec la précipitation des métaux lourds, enfin des atomes les plus lourds. En fait, le fer et l'uranium sont très très lourds et du coup ils se retrouvent souvent ensemble, donc souvent dans les couches rouges. Et enfin je crois que c'est ça l'histoire. Et de fait, le Salagou, par exemple, si vous habitez près de l'Odève, dans le Salagou ou dans le Rouergue, c'est des endroits où vous pouvez trouver des roches qui sont assez radioactifs. Le granit aussi, c'est très radioactif. Les gens qui vivent en Bretagne savent qu'ils doivent aérer leur cave, autrement il y a du radon qui va se former. Donc bref, la radioactivité, ça reste un élément naturel, mais bon, c'est pas pour ça que vous en voulez dans votre lithothérapie, quoi. Présence de carbone, couleur noire. Présence de magnésium, couleur bleue, violette ou noire. Présence de nickel, couleur verte. Présence de cobalt, de chrome ou de cuivre, couleur bleue et verte. Présence de dioxyde de silicium. Bah, c'est de la silice, quoi. Couleur blanche et grise. Le bois fossilisé à Madagascar et en Arizona. Les principaux gisements de bois fossilisé sont à Madagascar, aux États-Unis, en Égypte, en Argentine et en France. Il y en a partout du bois fossilisé. On en a en Afrique du Sud, il y en a au Mozambique, il y en a au Brésil, il y en a au Mexique, il y en a partout du bois fossilisé. Mais celui qu'on rencontre généralement sur les marchés, c'est du bois fossilisé de Madagascar. Les vertus du bois fossile en lithothérapie, ses vertus sur le plan psychique. Oh, j'imagine que ça a un effet sur le stress, l'anxiété et le sommeil. Et sur la confiance en soi. La pierre et après dans les vertus physiques, est-ce qu'il y a brûlure radioactive? Ce bois fossile est particulièrement plébiscité par les seniors car il renforce le corps. Bah c'est sûr, oui, si tu t'en sers pour faire des haltères, ouais, ça va renforcer le corps, quoi. Il est également idéal pour les petits dans leur croissance physique et intellectuelle. Ne mettez pas de bois fossile radioactif dans le berceau des enfants, s'il vous plaît. Disclaimer. Ne soyez pas ce genre de personne, s'il vous plaît. Il favorise le bon fonctionnement des chakras du cœur et des plexus solaires. Il favorise l'élimination. Élimination, 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 élimination. En effet. C'est une vieille technique, effectivement, une vieille technique de lithothérapie russe qui consiste à mettre du polonium dans la tisane de ses concurrents, effectivement. Le bois fossile favorise effectivement l'élimination, oui. La pierre de bois fossile, donc les vertus psychiques. La pierre de bois fossile est une pierre d'ancrage qui relie à la terre. Oui, c'est une pierre, oui. Elle favorise l'attention chez les personnes à tendance distraite, surtout quand tu leur jettes à la gueule « Hé, toi là-bas, paf, écoute quand je te parle !» Elle peut même s'utiliser sur les enfants hyperactifs afin de canaliser leur énergie. « Seigneur, guide ce parpaing !» ah Elle procure de la stabilité et de la solidité. Bah oui, c'est une pierre, encore une fois. En cas de trop de contrôle et de maîtrise de soi, elle est réputée pour représenter la pierre du lâcher-prise et permettre de se libérer des croyances anciennes et des habitudes qui y sont liées. Ah ouais, en cas où ta vie se passe trop bien, où ça se passe un peu trop comme prévu, t'as le droit de saboter ta propre vie. C'est possible. Mais ceci dit, t'as pas forcément besoin d'une pierre pour ça. Tout ceci afin de se détacher de la pression du cadre parental, scolaire et sociétal. Elle engendre la patience et redonne confiance en soi. Tiens, oh, comme par hasard. Comme par hasard!
En supprimant ces liens néfastes du passé, la pierre de bois fossile provoque de la sérénité dans des prises de position. Les événements, donc c'est la pierre du Kama Sutra, hein, ça favorise la prise de position avec sérénité. C'est très très bon pour vous. C'est pour ça qu'en Inde, elle a beaucoup de succès. Les événements et les difficultés du quotidien ne seront plus insurmontables. Elle donne la possibilité de prendre du recul, de faire preuve de courage face aux diverses situations que la vie impose, et surtout elle renforce la spontanéité et les réactions naturelles. C'est... Encore une fois, je reste abasourdi de la quantité de propriétés que ces choses sont censées avoir sur vous. Je veux dire, comment on peut croire qu'un élément peut avoir autant d'effets ? Et surtout quand cet élément c'est juste de la silice. C'est juste un bout de silice, quoi. C'est tout. Comment vous pouvez croire que ça va avoir, et comment vous vous imaginez que ça va avoir tous ces effets-là sur vous, ça je comprends pas. On attribue à ce bois fossile la faculté de profiter des bonheurs simples de la vie. Il encourage la réalisation de projets en fournissant de la motivation. Ce bois fossile nous provient du passé. Parce que les autres fossiles et les autres pierres ne nous viennent pas du passé. Ce bois fossile nous provient du passé, c'est un véritable témoignage qui facilite la connexion à l'authenticité. Il permet à son porteur de se détacher des biens matériels. Acquérir du bois fossile pour se détacher des biens matériels. Acquérir, je répète, hein. Acquérir quelque chose pour se débarrasser des biens, pour se détacher des biens matériels. Avec Skippy le grand gourou, j'ai appris à me détacher de mes biens matériels. Grâce à Skippy, je peux rentrer dans un nouvel âge réminiscent sans mon argent. J'ai plus argent, voilà. Ah, ça, je veux bien le croire, là. Ça, par contre, je veux bien le croire. Le bois fossile et les signes astrologiques associés. Le bois fossile a des vertus qui peuvent agir sur tous les signes du zodiaque, mais ces vertus sont encore renforcées chez les natifs des signes suivants. Symbole de la stabilité, alors, à chaque fois j'oublie de lire le signe. Taureau, symbole de la stabilité, de l'obstination et de la loyauté. Moi, de toute façon, je suis ni lion ni taureau, je suis dinosaure comme signe astrologique. Mais ça n'existe pas comme signe astrologique. Mais il n'y en a aucun qui existe, voyons. C'est un signe qui est d'une grande patience et persévérance. Le bois fossile est une pierre qui lui convient particulièrement car il est lié à la nature et à la terre. Ce signe est particulièrement fertile. C'est comme encore une fois, hein, parce que les autres, les ammonites et l'ambre, c'était pas lié à la terre et à la nature, quoi. Ce signe est particulièrement fertile. Il a une personnalité très déséquilibrée et déteste le changement. Il est très honnête et d'une grande générosité. Il adore partager malgré sa peur du manque. Il adore partager malgré sa peur du manque. C'est encore une phrase, tu sais, ça s'applique à tout le monde, quoi. Très peu influençable, il ne sait pourtant pas dire non. Très peu influençable, il ne sait pas dire non. Il ne sait pourtant pas dire non à ceux qu'il aime. On dit un truc et son contraire, un truc et son contraire, un truc et son contraire. C'est exactement comme dans les horoscopes, en fait. Il arrive toujours à se débrouiller pour surmonter les difficultés de la vie. En amour, il a besoin de beaucoup de tendresse. Il cherche très tôt qui en amour ne cherche pas la tendresse. Hein? Eh oh! Toi, tu cherches quoi en amour? Tu cherches pas la tendresse en amour. Ah bon? Il cherche très tôt à se mettre en couple et à fonder une famille. Il est d'une grande fidélité. On dirait qu'elle parle d'un chien, quoi. Qu'il ou elle parle d'un chien. Lion, symbole de la puissance et de la loyauté, ceci est d'une grande générosité, mais il adore également être flatté et est même vaniteux. Ce signe représente l'amour, la création, il est très ambitieux, possède une autorité naturelle et peut se montrer un véritable tyran. Il fait preuve de beaucoup de self-control. Ah bon, alors il est à la fois un tyran mais plein de self-control. Le port d'une pierre de bois fossile lui permet de revenir à plus d'humilité et de se lâcher totalement. Le jet d'une pierre de bois fossile aussi peut le ramener à l'humilité si vous voulez. Volontaire, il sait très jeune ce qu'il va faire de sa vie, il ne ménagera pas ses efforts pour atteindre ses objectifs. En amour, il est fait de passion et d'ardeur, il se rassure à travers ses conquêtes et a constamment besoin d'être aimé, il a du mal à rester fidèle. Vierge, symbole de la méthode, des mesures et de l'analyse, ce signe possède un esprit d'une grande logique. Il est travailleur et serviable, il peut se montrer très angoissé et le port d'une pierre en bois fossile peut lui apporter de la sérénité et de la confiance en lui. Ce signe doute souvent de ses capacités et se révèle d'une grande modestie. Il a beaucoup de mal à gérer ses émotions et à se laisser aller, le bois fossile lui permet de lâcher prise. En amour, ce signe fait preuve de beaucoup de pudeur, il a une fâcheuse tendance à être très critique,
Il peut parfaitement vivre seul, et il se met en couple, c'est plus pour le côté pratique que pour un amour véritable. Ces affirmations de l'enfer, quoi. Les chakras. À l'évidence, le bois fossile stimule le... À l'évidence... c'est évident, voyons. Ça se voit, quoi. Ça se voit, y a pas besoin de le montrer, voyons, ça se voit. Le bois fossile stimule le chakra racine et privilégie l'ancrage. Ah bon, bah alors c'est un peu redondant avec l'ammonite alors. La connaissance de son moi intérieur et le détachement des biens matériels, le chakra racine nous relie à la terre et nous ancre physiquement dans notre corps. La pierre bois fossile nous permet d'apprécier les plaisirs simples de la vie et d'en savourer les instants précieux. Pourquoi ne pas se balader directement avec une racine dans ce cas ? Les racines des arbres, elles doivent bien nous enraciner notre chakra racine. Hein, ou alors, ou un livre de Racine peut-être, ça peut marcher. Si vous aimez pas Corneille, vous pourrez prendre Racine. Une fois votre bois fossile rapporté à la maison, il va falloir réaliser les opérations d'entretien suivantes et les recommencer au minimum une fois par mois ou après une utilisation intense. En effet, votre pierre devra être libérée des ondes négatives, accumulées au cours de son transfert jusqu'à votre domicile, puis rechargez-la en énergie positive. Oui, mais comment qu'on fait ? Trempez votre pierre de bois fossile dans de l'eau de source, c'est jamais de la vodka, hein. Non, mais le premier truc que vous faites quand vous achetez un truc que tout le monde a tripoté, c'est vous le trempez dans de la vodka, vous désinfectez, quoi. Oh! Vous avez pas vécu pendant le Covid ou bien ? Séchez-la et, à l'aide d'un chiffon doux, vous pouvez aussi utiliser le sel marin pour poser votre pierre de bois fossile dans un récipient sur le lit de sel. Ah bah tiens, le fameux verre de sel de tout à l'heure. Déposez votre pierre de bois fossile au soleil du levant ou au couchant pendant 1 ou 2 heures. Vous pouvez également la poser sur une druse d'améthyste ou sur un amas de quartz. Toujours le même, et oui, votre amas de quartz a plusieurs utilités, mesdames et messieurs, pendant 24 heures. Et une fois de plus, le petit lien pour que tu... Achète ma mère! Achète ma mère! On passe aux orthocères. On a dépassé la moitié, ça y est, mesdames et messieurs, on y est presque, on va bientôt finir, ça y est. Les orthocères qui sont à l'évidence des orthocères du Maroc, donc sortis, comment ? Illégalement, c'est ça. Sortis du pays illégalement, les orthocères du Maroc, et polis à grands coups de polisseuse bien dégueulasse, donc le fossile il a morflé sa tronche, et alors là en collier de perles, là le massacre du fossile est impeccable. Voilà. Donc si vous vous demandez si c'est éthique, ça l'est probablement pas, toujours pas. Pas plus que les deux autres, hein, pas plus que les... Pas plus que les ambres extraits par des gangs en Ukraine et en Russie, et pas plus que les ammonites extraits par des gamins de 18-20 ans dans des mines avec des barres à mines alors qu'ils sont pieds nus. L'orthocéras fossile. Il n'existe aucune légende ni aucun mythe se rapportant à l'orthocéras. Voici son histoire. Eh bien moi, mesdames et messieurs, j'en ai une de légende pour cet orthocère, et cet orthocère, c'est celui-ci. Oui, oui. Donc c'est un orthocère du Trias qui a été collecté il y a 300 000 ans par les tout premiers Homo sapiens au Maroc. Et la raison pour laquelle on pense que des Homo sapiens ont collecté cet orthocère au Maroc il y a 300 000 ans, c'est parce qu'il ressemble à Une belle grosse queue. parce que ça devait être un rite probablement lié à la fertilité. Et voilà, tout simplement. Donc oui, il y a eu des légendes sur les orthocères, on les connaît pas très bien. Alors, j'ai effectivement bien cherché partout, il y en a pas beaucoup, c'est la seule que je connais, mais elle existe, elle est là. C'est pas réellement une légende, c'est probablement plutôt un rituel, une croyance populaire qui a existé il y a 300 000 ans, qui n'existe plus maintenant. Et effectivement, ça dépend fortement, en fait. La raison de la rareté probablement de cette croyance, c'est que ça dépend énormément du bol que vous avez de tomber sur un orthocère en forme de tub. Parce que évidemment un orthocère c'est plutôt on les voit bien là sur les photos qu'ils nous ont mis, hein. Je veux dire, ça ressemble pas vraiment à une tub, hein, spontanément. Il faut vraiment que ce soit taillé un peu spécialement pour que cet arrondi là que vous voyez là à chaque fois sur les facettes, pour que cet arrondi là ressemble au bout d'un gland, quoi. C'est pas évident.
Mais c'est possible. Donc oui, il y a des légendes sur les orthocères. Mais je vous pardonne de ne pas la connaître parce que c'est pas une histoire très connue, celle-là quand même. Mais je suis plutôt fier de faire partie des gens qui l'ont popularisé dans un article tout récent. Le nom orthocéros provient du grec ancien signifiant corne droite. C'est exactement ce que ortho et céras veulent dire. L'orthocéras est un fossile, son nom n'est donc pas reconnu par l'IMA, International Mineralogical Association. Évidemment, s'ils s'occupent que de minéralogie, les fossiles, pour eux, c'est des fossiles. Ils vont pas les catégoriser. Pour mémoire, on appelle fossile la trace minéralisée d'un ancien organisme vivant ou de son activité. Faut bien préciser à chaque fois ou de son activité. Le caca fossile, ça reste du fossile. C'est aussi du caca, mais c'est surtout du fossile. Il peut également s'agir de traces de l'activité de cet organisme ou de son moulage dans une roche sédimentaire. Ah bah voilà. Il nous donne des renseignements sur son aspect et sa structure. Les orthocères furent des mollusques céphalopodes, mollusques possédant une coquille interne. Toujours pas. Il a vraiment du mal avec... Il ou elle a vraiment du mal avec la définition de ce que c'est qu'un mollusque céphalopode. Non, ce ne sont pas des mollusques à coquille interne, puisque tout à l'heure tu nous as parlé des ammonites, et que ces mêmes ammonites ont une coquille externe. Comment tu fais pour être aussi incohérent ? Vivant durant la période géologique de l'Ordovicien, Vivant durant l'époque géologique de l'Ordovicien à la période du Paléozoïque, soit 448 millions d'années à moins 444 millions d'années, jusqu'à la fin du Permien, 299 millions d'années à 251 millions d'années. Ouais, alors généralement, quand on donne la période pendant laquelle a vécu un organisme, on se fait pas chier à donner le début et la fin de chacune des périodes, enfin bon, bref. Surtout qu'ils se sont éteints au Trias, pas au Permien, donc tu t'es trompé de quelques millions d'années quand même. Les orthocères disparurent lors de la grande extinction Perma-Trias. Non, ils ont pris cher, mais ils n'ont pas disparu. Au cours de laquelle 96% des espèces marines et 75% des espèces terrestres ont totalement disparu. On peut dire que les orthocères sont de la famille du calamar et de la pieuvre. Ce sont des animaux très communs et extrêmement répandus dans les océans. C'était des animaux répandus, les orthocères. Ils vivaient dans des coquilles qui se modifiaient au rythme de la croissance des mollusques, plutôt. Ainsi, la taille pouvait aller de quelques centimètres à plusieurs mètres de long, ça c'est vrai. L'orthocéras possédait des tentacules, un bec et de grands yeux comme le calamar. Il se situait dans la première partie de la coquille conique. Chaque chambre était séparée par un mur. Les anciennes chambres étaient remplies de gaz et d'eau, ce qui permettait à l'animal de se déplacer en jouant sur sa flottabilité. Surprenamment bien renseigné jusqu'à présent. Il pouvait ainsi nager en surface ou en profondeur. En règle générale, les fossiles n'intéressaient guère les civilisations antiques. C'est pas parce qu'on n'a pas trouvé de traces que ça les intéressait pas. Enfin, c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé de traces que ça les intéressait que ça ne les intéressait pas. Hein. Les orthocères, globalement, ça les intéressait bien. Et après, s'ils commencent à généraliser le reste de la phrase sur les civilisations antiques, je vous renvoie encore une fois à ces deux livres-là et au livre de McNamara qui rappellent que si les civilisations antiques, elles étaient très intéressées par les fossiles. On expliquait leur présence comme étant des créations nées de l'action de la Lune ou du Soleil. Oui, comme des jeux de la nature, disait-on. Mais au XVIIIe siècle, les scientifiques développèrent les sciences naturelles et la paléontologie vit le jour. Pour information, la paléontologie est l'étude de la vie passée grâce aux organismes fossilisés pendant les temps géologiques. Ils aiment bien les définitions là-dedans. Hein. Concernant l'orthocéras, ce fossile s'est transformé au cours des années. Enfoui sous des sédiments, le corps du mollusque a été dévoré par d'autres animaux marins. Ensuite, les cavités de la coquille continuèrent de se remplir de sédiments, puis se transformèrent peu à peu en une roche dure. La couleur de l'orthocéras fossilisé va du noir au brun foncé, vert foncé, gris, blanc. Sa composition peut contenir de la calcite et bien sûr d'autres minéraux différents selon leur origine. On ne prendra pas le risque cette fois de vous dire qu'il y a de l'uranium. De nos jours, l'orthocéras est très utilisé en bijouterie ou comme objet d'ornement. Certaines plaques d'orthocéras sont utilisées comme pierre tombale, table, lavabo, des chiottes. Et oui, il y a des chiottes en orthocère, vous pouvez aller voir sur eBay. Effectivement. Les gisements d'orthocéras, donc placés au Maroc. L'orthocéras est très répandu à travers le monde, mais les principaux gisements se trouvent au Maroc. Effectivement, en tout cas, les orthocères commerciales, exploités commercialement, sont essentiellement au Maroc. Les propriétés de l'orthocéras en lithothérapie. Les bienfaits sur le plan psychique. Bon là, vu que
cette personne n'a pas trouvé de littérature ancienne sur laquelle se baser pour fonder sa croyance en un pouvoir guérisseur de l'orthocère, je me demande bien ce qu'ils vont pouvoir aller chercher. Parce que là, il n'y a pas de littérature ancienne. Vous avez eu la totalité de la bibliographie à ce sujet il y a 5 minutes. Et eux-mêmes avouent ne rien avoir trouvé. Donc je me demande... Là vraiment, autant avant, ça sortait de nulle part, mais il y avait quand même des références à des croyances anciennes, des machins et tout ça. Là, il n'y a rien. Alors pourquoi l'orthocère aurait plus de pouvoir lithothérapique qu'un trilobite, par exemple? Parce que les trilobites ne font pas partie des roches lithothérapeutiques. Les dents de requin ne font pas partie de ça, les autres dinosaures, alors les autres dinosaures ils font partie de l'homéopathie, mais bref, ils font pas partie de la lithothérapie, mais je veux dire, pourquoi en fait pourquoi est-ce qu'on penserait que l'orthocéras a des vertus lithothérapeutiques s'il n'y a pas de tradition derrière, en fait? Ça veut dire que c'est sorti réellement de nulle part très récemment, parce qu'il n'y a pas d'autres explications, quoi. Bon, bref. L'orthocéras est connu pour son rôle de protection contre les énergies négatives et les personnes aux influences néfastes. Pareil, quand tu le jettes suffisamment fort, tous les cailloux ont ce pouvoir-là. Il agit comme un bouclier. Bah là, c'est un peu lourd comme bouclier, par contre, j'avoue. Il procure une rapidité de réflexion et de réaction à son porteur. Celui-ci réagit aussitôt, quelle que soit la situation, il ne subit plus. C'est de la grosse affirmation, ça, dans le genre non vérifiable. Enfin, dans le genre non vérifié, tu sais, genre, test. C'est tellement facile, quoi. Tu files un orthocéras à quelqu'un et tu lui balances un truc à la gueule et réflexe! Te laisse pas surprendre! Pof! Le côté fossile de l'orthocéras permet de se connecter à son moi intérieur. Il a un rôle d'enracinement et de porteur sain, et le porteur sait, ainsi exactement où est sa place. Il facilite la prise de décision lors des choix difficiles. Ça ressemble bougrement à tous les autres fossiles que tu nous as montrés. Par ailleurs, ce fossile marin nous fait prendre conscience des énergies profondes et dissimulées en nous. Il fait le vide dans le cerveau, ça c'est déjà fait, et évacue ce qui est bloqué. Ainsi, il libère des traumatismes liés à l'enfance qui empêchent d'avancer dans la vie. Il procure de la vivacité, de la simplicité et de la tonicité à son porteur. Sauf s'il est trop lourd. Là, ça devient chiant. La personne développe une belle énergie et est dans l'action. Elle fait preuve de beaucoup d'enthousiasme dans ses projets. Elle a plus d'assurance et de confiance en elle. C'est pareil, l'assurance et la confiance en elle, c'est les grands classiques. À chaque fois, tu veux dire qu'un truc a des pouvoirs magiques, tu dis que ça augmente la confiance et l'assurance et ça diminue le stress et ça augmente ta capacité à mieux dormir, oui. Alors, ses pouvoirs sur le plan physique. Bah, si cette personne était un peu logique avec ce qu'elle a dit tout à l'heure, elle dirait qu'il n'y en a pas, mais visiblement il y en a quand même. L'orthocéras procure de la vitalité, de l'énergie, de la vigueur. Son porteur peut alors reprendre une activité physique. Cette activité donne du tonus au corps. Oui, mais bon, l'activité physique en elle-même donne le tonus au corps, pas l'orthocère. Il est également réputé pour favoriser le bon fonctionnement du chakra du plexus solaire. Bah, réputé par qui ? Tu l'as dit toi-même qu'il n'y a pas d'histoire. Oh, l'orthocéras a un fort pouvoir de protection sur l'ensemble des natifs du zodiaque. Certains signes astrologiques développent des affinités avec ce fossile. C'est le cas pour les signes astrologiques suivants. Gémeaux, symbolique de la communication, des échanges et de la curiosité. Ce signe représente le mental, le commerce et la fratrie. C'est marrant parce qu'à chaque fois c'est Gémeaux, Lion, enfin c'est les trois mêmes qui reviennent et à chaque fois la description est différente. Alors, restant dans la cohérence, mais différente quand même. Faut quand même avoir beaucoup d'imagination pour balancer tout ça. Hein. Le port d'un orthocéras, c'est une qualité en soi. Hein. Je dis ça l'air fatigué, mais en réalité c'est une qualité d'avoir de l'imagination. C'est lequel le fossile qui donne de l'imagination? Dites-moi, c'est le fossile de noix de pécan, là ça ressemble à un cerveau, c'est pour ça. Le port d'un orthocéras lui permet de savoir exactement où il veut aller. Comme le coutelas de Rahan. Tu le fais tourner. Rahan, enfant des âges farouches. Rahan, plus vite que le vent. Plus fort que toutes les âmes de l'océan. Toujours plus beau Rahan. Je pète un plomb, la 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 la. Allez, on s'y remet. Agréable et spirituel, sa compagnie est souvent recherchée.
Il fait preuve d'une grande curiosité, il est souvent en quête d'apprentissage. C'est comme Rahan, il est souvent en quête d'apprentissage, il est très curieux, il est courageux, il est spirituel, il est agréable, c'est Rahan, je vous dis. Il est résolument, il est blond, et blond c'est jaune, et jaune c'est l'ambre. Oh. Il est résolument tourné vers le futur. Il aime découvrir les nouvelles technologies, il déteste la routine, c'était pas le... ça c'est... Tourné vers le futur, c'était pas l'autre là, le vierge? C'était vierge là, qui était tourné vers le futur. C'est pas le Gémeaux. Il aime découvrir les nouvelles technologies, comme les vierges du coup. Il déteste la routine et a toujours besoin d'être stimulé intellectuellement. Il vit sa vie à 100%. Il a du mal à tenir en place, comme Rahan, et il est toujours en mouvement, comme Rahan. Il possède des grandes facultés d'adaptation, comme vous savez qui. Il sait être à l'aise dans n'importe quelle situation, comme Rahan, cependant sous son aspect superficiel, il cache un fond anxieux et des angoisses. Parce que Rahan est aussi un homme. Heureusement, il possède un naturel optimiste et voit toujours le bon côté des choses. En amour, c'est un grand séducteur. Rahan, il est BG. Hein. Il a énormément de charme et aime passer de conquête en conquête. Il a tendance à multiplier les relations sans aller jusqu'au bout. Il a très peur de l'engagement et c'est avec le temps et la maturité qu'il va réussir à se poser. C'était les taureaux, ça, tout à l'heure, non? Il pourrait enfin vivre une belle histoire d'amour. Le lion, symbole de puissance, de la royauté et de l'orgueil. Oui, c'est un symbole. C'est juste un symbole. C'est pas surinterpréter les symboles. Ce signe représente la générosité, la vanité et la noblesse. Le port d'un Orthoceras renforce ses facultés de réaction et permet de surmonter toutes sortes de situations. Ce signe aime évoluer dans un monde de loisirs, de fêtes et de luxe. Il ne laisse personne indifférent et il adore être admiré. Putain, si t'es né lion et pauvre, tu l'as dans le cul. Hein. Vie de merde. Il est souvent au centre des attentions et il a même tendance à parler au nom de tout le monde. Il est très fier et ne s'abaisse jamais à demander de l'aide, c'est une question d'honneur. Il est extrêmement généreux et partage souvent avec son entourage. Attention à son côté mauvais joueur, car c'est une personne habituée à se faire obéir et il ne supporte pas qu'on le contredise. C'est un travailleur acharné, il va toujours au bout de ses missions et il ne compte pas ses heures. Il est loyal et il est de droite. Tout à l'heure, on a eu le signe qui était communiste, mais le lion, lui, il est de droite. Messieurs, bienvenue dans le crabe croustillant. Il est loyal et franc. Il ne supporte pas la mesquinerie. Il aime qu'on lui beurre la biscotte. Il aime qu'on le recouvre d'huile. En amour, il brûle d'ardeur et de désir. Ce que je viens de dire. Il est passionné et séducteur, il aime l'idée du mariage, et une fois la jeunesse passée, il se calme et aspire à fonder une famille. Il court les filles, et quand il a envie de se marier, il se marie. Qui sait que ça ne décrit pas ici? Bon, voilà. Bah, les femmes, oui. Il court les filles, oui. Ça ne décrit pas les femmes. Mais bref, c'est juste pour dire, voilà, ça court les rues quand ça a envie de se courir les rues, et ça se marie quand ça a envie de se marier. Qui suis-je? Absolument tout le monde. Exactement. Le Verseau, symbole du futur, des avancées technologiques et de la modernité, comme son pote de là-haut, là, comme le Gémeaux. Ce signe représente l'amitié, la fraternité et la liberté. Non, ça c'est la France, ça. Le port d'un orthocéras facilite sa prise de décision lors de choix compliqués. On devrait en filer aux politiciens, tiens. Ce signe rêve d'un monde meilleur où tout le monde serait à égalité. Il y a des idées très utopiques. Ça y est, le voilà le signe de gauche. Parfois, il peut aller jusqu'à représenter l'anarchie, la révolte contre l'État. Définitivement de gauche. Donc vous voyez, si vous êtes un connard de droite ou un connard de gauche, l'orthocéras, ça soigne. si jamais vous vous demandiez. Placé au bon endroit, pim, ça soigne super bien les connards de gauche et les connards de droite. Il cherche toujours à révolutionner le monde, il tient beaucoup à sa liberté et si on veut l'en priver, il prend la fuite. Il a tendance à entreprendre de nombreux projets et qu'il ne mènera pas au bout, contrairement à Rahan. Est-ce que vous voulez être comme Rahan ? Alors ne soyez pas Verseau. Ses pensées vont très vite et il faut absolument réussir à la canaliser.
Il est très difficile à cerner car il semble très éloigné de cette planète, il a comme un 6e sens et son intuition ne le trompe jamais. Bah, sauf quand son intuition lui dit de commencer un truc et qu'apparemment il les finit pas, mais bon. Très créatif, il est original et aime surprendre son entourage, surtout en finissant pas des trucs. Il peut se montrer très intolérant et si l'on n'adhère pas à ses idées. Oh. En amour, il est tout en retenue, il a du mal à lâcher prise, il se méfie des sentiments passionnés et ses préférences se portent surtout sur une amitié amoureuse, il se tournera vers un partenaire indépendant qu'il ne privera pas de sa liberté. Ainsi, il est plutôt pour le Pax, car le mariage lui fait peur. Ah, définitivement de gauche. Hein. Donc voilà, l'orthocère, ça marche aussi bien de gauche comme de droite. Par contre, si vous êtes centriste, vous êtes foutu. Hein, ça ne marchera pas sur vous. Les centristes et les écolos, c'est pas la peine. L'orthocéra, c'est les chakras. L'orthocéra aide à l'équilibre des chakras racines, encore une fois. Encore une fois, quelle originalité. Ce chakra se situe au niveau du périnée et il est à la base de la colonne vertébrale. C'est le siège de la survie, des besoins fondamentaux, de la sexualité et du bien-être. Ce chakra équilibré procure un sentiment de sécurité, de confort et de vitalité physique. La personne est centrée et maîtresse d'elle-même. Le chakra racine déséquilibré, trop ouvert. Si vous savez le chakra du périnée trop ouvert, faites attention, vous allez faire une fausse couche. De la méchanceté, de la colère, de la haine. Et la haine mène à la souffrance. La personne est hyperactive, sa seule préoccupation est sa survie. Elle peut devenir violente et tomber dans diverses addictions, comme celle au coutelas de Raon. Le chakra racine déséquilibré, sous-actif, provoque une peur démesurée de manquer de quelque chose. La personne a peur d'être abandonnée, de prendre son travail. Elle est énormément stressée et souffre d'un gros manque de volonté. Ce qu'il y a de bien avec le chakra racine, apparemment, c'est que on peut te diagnostiquer tous les problèmes du monde. Ça va pas, t'es trop actif, c'est le chakra du cul. Ça va pas, t'es pas assez actif, c'est chakra du cul. T'es trop joyeux, c'est chakra du cul. T'es trop triste, c'est chakra du cul. Le chakra du cul, ça marche à tous les coups. Purification de l'orthocéras. L'orthocéras fait partie de la grande famille des fossiles, pour ceux qui savaient pas. Il y en a qui savaient pas. Ils peuvent être purifiés moins fréquemment que les pierres fines. De temps en temps, passez votre orthocéras sous l'eau courante, et non pas sous la courante, hein, confère l'ambre, hein. L'ambre qui est censé vous filer la diarrhée, faut pas y mettre l'orthocère. Attention, on vous regarde, hein. Avec les chakras du 3e œil, là, on vous regarde. Séchez-le délicatement avec un chiffon doux. Des fois qu'il y a des gens qui essayaient de sécher une pierre avec de la pierre ponce, tu sais, ou je sais pas. Vous pouvez le purifier avec la fumigation à la sauce blanche. Fumigation à la sauce blanche. On dirait un titre d'album de métal, mais métal un peu chelou par contre. Fumigation à la sauce blanche. Vous pouvez donc le purifier avec la fumigation à la sauce blanche ou dans un bol tibétain, mais n'oubliez pas d'aérer parce que cramer des trucs qui font beaucoup de fumée chez vous, c'est pas une bonne idée. Rechargez votre orthocéras en le déposant au rayon de la pleine lune ou en le mettant dans une géode d'améthyste ou sur un amas de quartz que vous pouvez acheter chez moi pour pas trop cher, évidemment. Ah, pour une fois, c'est donc les rayons de la pleine lune, évidemment. Ce qui ne change rien aux rayons du soleil, puisque les rayons de la lune sont juste le reflet des rayons du soleil. Nous arrivons à la dernière page. Oui. Monsieur Bilbo, Monsieur Frodo, on y est presque, Monsieur Frodo. On y est arrivé. Ah, et la dernière page, c'est quoi? Les stromatolites. Les stromatolites. Il y en a quand même qui ont trouvé moyen. C'est pareil, je sais pas où tu vas aller chercher une tradition d'utilisation des stromatolites dans la pharmacopée des anciens. Je veux dire, encore une fois, j'en reviens à mes articles sur sur les pharmacopées anciennes, mais on a quand même un paquet de trucs qui étaient utilisés. Voilà, là vous avez les oursins, les bélémnites, les hiboux en pierre, les coraux, le hibou en pierre, je sais pas ce que c'est, je t'avoue, je l'ai pas, mais il y a tellement d'objets qui étaient utilisés dans la pharmacopée traditionnelle
Et pourquoi est-ce qu'on va chercher des orthocères et des stromatolites qui n'en ont jamais fait partie? Et du coup, sur quoi ça se fonde, vos croyances? Là, je comprends pas, quoi. Donc la pierre de lynx, c'est les bélémnites, et de temps en temps l'ambre. La pierre juive ou lapis judaicus, ce sont les épines d'oursin. Les toadstones, donc les pierres de crapaud, ce sont des dents de poisson. Puis évidemment, il y a l'ambre, les dents de poisson plates. Comment ça s'appelle déjà? Donc ça, ce sont des dents de loups de mer, enfin, des vieux loups de mer, moussaillons, non, des loups, les loups, les poissons, hein, je veux dire, les wolffish en anglais, donc qui ont des grosses dents plates, ou les lépidotes, hein, comme vous pouvez voir ici, là, ils ont aussi des grosses dents plates, donc il y a plein de poissons qui ont des grosses dents plates qui leur servent à écraser les coquillages. Et donc ça c'était utilisé dans la pharmacopée. Regardez ce bel objet, ce fantastique objet pour la somme de 595 francs. Donc ce magnifique objet où on voit justement, c'est une tête de serpent avec deux dents qui étaient qu'on prenait pour des pierres de crapaud, et qui sont, ça représente du coup à quoi ce que pensaient être les pierres de crapaud, quoi. Des yeux de crapaud. Regardez, ça c'est beau, et puis c'était monté en bague et tout ça, et puis ça avait plein de vertus curatives, comme d'habitude, quoi, hein. J'ai envie de dire, c'est toujours les mêmes vertus curatives qu'on retrouve, hein. Comme par exemple aussi pour les dents de requin. Les dents de requin, elles étaient aussi utilisées pour la guérison du poison, etc. Donc bref, il y a tellement d'objets comme ça qui ont pas des vertus thérapeutiques, mais dont on a longtemps, très longtemps pensé qu'ils avaient des vertus thérapeutiques, et pourquoi aller chercher un truc aussi what the fuck que les stromatolites? Stromatolites, c'est même pas les algues, c'est le calcaire déposé par des algues bleues. Ça peut être plusieurs milliards d'années, ça peut être il y a plusieurs milliards d'années, comme ça peut être avant-hier, parce que ça existe toujours, les algues bleues. Donc les stromatolites, c'est juste ça, c'est juste le calcaire qui a été précipité par des algues. C'est même pas l'organisme lui-même. Encore avec le bois, tu peux t'imaginer que le bois fossile a enfermé une certaine forme d'énergie vitale, je sais pas quoi, parce que c'est le bois qui s'est transformé en lui-même, mais là c'est pas les algues, c'est juste le calcium qui a été déposé par les algues. Donc en soi, un stromatolite, c'est même pas un fossile, c'est une trace fossile. On faisait le distinguo tout à l'heure entre les fossiles et les traces fossiles, ben là c'est juste une trace fossile, c'est même pas un corps. Bref. Stromatolite. L'étymologie du nom stromatolite, qui vient du grec stroma, formidable fossile, signifiant tapis. Tiens, ça. Ah ouais, stromae, tout de suite, ça clash moins, ça claque moins quand ça veut dire tapis. Et lithos, la pierre. Stromatolite est un nom à la fois masculin et féminin. Ah ouais, ça. Stromatolite, c'est à la fois masculin et féminin. Un stromatolite, une stromatolite. Alors, d'après le dictionnaire du Larousse, c'est un nom masculin. Voilà. Et que nous dit le petit Robert? Petit Robert, que dis-tu de stromatolite? Est-ce que c'est masculin ou est-ce que c'est féminin? Petit Robert, le petit Robert, nom masculin ou féminin. Ah ouais, d'accord. C'est interchangeable, donc. Il faut pas mégenrer les stromatolites. C'est important. Les stromatolites sont en fait des structures géologiques provoquées par l'activité biologique de micro-organismes. Les stromatolites ne font l'objet d'aucune légende ni mythe associé. Ça c'est vrai. J'ai jamais trouvé de... Là par contre, je suis moi aussi dénu. C'est d'ailleurs ce pourquoi je me plaignais, hein, c'est qu'on n'a jamais associé quoi que ce soit aux stromatolites. D'où ma question de qu'est-ce que ça fout là, en fait. C'est juste... c'est même pas ancré dans une croyance populaire ancienne, c'est ancré dans rien du tout, donc d'où ma question, qu'est-ce que ça fout là? En effet, nous ne trouvons aucun récit ancien faisant leur description. Toutefois, elle possède une histoire géologique fascinante. Des archéologues, mais pas les paléontologues, putain, des géologues, tout ce que tu veux, mais pas des archéologues! Pas les archéologues, s'il te plaît. Des archéologues ont réussi à identifier des traces de cette pierre datant de 3,42 milliards d'années à travers le monde. Même jusqu'à 3,8, et il y en a même eu qui ont dit jusqu'à 4,1 milliards d'années. Là, t'es un peu à la bourre. À cette époque, en raison de la Lune, plus proche de la Terre que de nos jours, et de la rotation de la Terre, une journée durait 28 heures, les stromatolites pouvaient s'étendre sur de plus grandes surfaces. Non. Enfin, la Terre tournait plus vite et la Lune était plus proche, oui, mais ça a rien à voir avec le fait que les stromatolites pouvaient s'étendre sur de plus grandes surfaces. Non.
De plus, les marées étaient plus importantes. Les stromatolites résultent de la présence de micro-organismes unicellulaires nommés cyanobactéries. Ce sont des algues, bien qu'on les surnomme algues bleues. Ce ne sont pas des algues, bien qu'on les surnomme algues bleues ou algues vertes, c'est vrai. C'est vrai, les stromatolites sont des bactéries et non pas des algues, et on les appelle un peu abusivement algues bleues parce que ça fonctionne biologiquement comme une algue, puisque ça fait la photosynthèse. Ce sont des bactéries unicellulaires ou coloniales. Les bactéries sont probablement les entités vivantes les plus prospères de la planète. Il est à souligner qu'elles ont survécu aux 5 extinctions massives de la Terre. Ah, on vous apprend même qu'il y a eu 5 extinctions de masse, vous voyez, on apprend des choses finalement. Les cyanobactéries ont largement pu être étudiées en raison de leur présence dans leurs stromatolites grâce au processus de fossilisation. Bah non, on les retrouve pas dedans justement. Les stromatolites ou thrombolites sont des structures laminaires constituées de calcaire qui se trouvent en milieu aquatique qui se forment en milieu aquatique peu profond, parce qu'aujourd'hui on les retrouve jusqu'en haut des montagnes. Johannesburg, on est à 1800 mètres d'altitude, enfin Pretoria, on est à 1800 mètres d'altitude, et on trouve des stromatolites. Dans les mers, océans et eaux douces. Ce sont donc des roches calcaires avec de fines couches superposées oscillant entre l'organique et le minéral. Non, c'est des couches calcaires, donc c'est du calcaire, c'est minéral. Les stromatolites sont à la fois d'origine biogénique en raison de la présence des cyanobactéries et sédimentaires en raison de cette structure carbonatée sous forme de feuillets empilés. Bah oui, mais tous les fossiles sont d'origine biogénique, c'est la définition même d'un fossile. Dès le début de la vie sur Terre, les cyanobactéries sortent de filaments extraits. Donc avant c'était solitaire, ensuite c'est en colonie, et maintenant c'est des sortes de filaments. Enfin au début ils donnaient une bonne définition puisque les cyanobactéries peuvent être solitaires ou en colonie, et maintenant on nous dit les cyanobactéries sont des sortes de filaments. C'est comme je vous disais, c'est ce côté patchwork où on a été sucé de l'information un peu partout, mais sans la rendre cohérente en fait. Extrait le gaz carbonique de l'eau grâce au soleil. Ainsi, ces organismes ont largement contribué à la création de notre atmosphère et au développement de la vie en emprisonnant le calcium et le carbone. Alors, la transformation en calcaire se produit. Ainsi, cette algue et des sédiments comme le sable ou la boue se calcifient en formant des feuillets de calcaire. Alors, ils n'ont pas contribué au développement de la vie, au contraire, l'oxygène est un poison, et donc ils ont largement contribué à la quasi-extinction de la vie à l'époque, c'était plutôt le contraire. Heureusement, la vie s'est adaptée à l'oxygène, et c'est pour ça que maintenant, on est tous dépendants de l'oxygène à cause de ces salopes de cyanobactéries. Sous l'eau, les stromatolites sont vivantes. Dès l'évaporation de l'eau, les cyanobactéries meurent, la structure durcit et devient une roche sédimentaire comprenant des fossiles microscopiques de cyanobactéries. Oui, mais c'est pas ça les stromatolites. Les stromatolites, c'est le dépôt calcaire formé par les bactéries. En résumé, la stromatolite est une pierre fossile calcaire qui se développe en milieu aquatique. Elle possède une dureté de 6,5 sur l'échelle de Mohs. La pierre peut avoir plusieurs couleurs, comme le noir, le gris, le jaune, le marron. Elle est dite laminée car elle a l'apparence de feuillets superposés avec une alternance de couches organiques et de couches argilo-calcaires. C'est vraiment la copier-coller d'un livre de géologie, c'est des informations qui n'intéresseront probablement pas les gens qui cherchent de la lithothérapie, mais pourquoi pas. Les principaux gisements se trouvent au Brésil, etc. Se trouvent au Brésil et dans le monde. La précision, la concision de l'information. Les bienfaits de la stromatolite en lithothérapie que j'invente littéralement devant vous. La stromatolite est une pierre d'ancrage et ouvre son porteur à la sagesse. Elle facilite, c'est toutes des pierres d'ancrage, tous les fossiles sont des pierres d'ancrage apparemment. Elle facilite le développement personnel et la capacité d'adaptation, elle provoque l'ouverture de la personnalité vers autrui, développe sa compassion et son empathie. Cette pierre offre une vision particulière du monde, plus tournée vers la communauté et sur la puissance du collectif. Elle permet d'agir ensemble dans des divers domaines sportifs ou professionnels. Ouais, parce que c'est formé par des algues qui vivent en colonie, alors du coup, ça favorise le fait de travailler en collectif. Au niveau personnel, la stromatolite aide à comprendre et à accepter le passé afin d'avancer dans la vie. Bah oui, parce que c'est vieux une stromatolite. Lors de thérapie, elle facilite la compréhension des blocages, souvent liés à l'enfance. C'est une pierre de résilience. La stromatolite renforce l'estime de soi, la confiance et l'assurance, comme toutes les autres. Elle procure l'envie d'entreprendre et d'avoir de nouveaux objectifs, que ce soit sur le plan du travail, des relations amoureuses, comme toutes les autres. Elle renforce l'intuition et l'instinct, comme toutes les autres. Cette pierre est une pierre de protection, comme les énergies néfastes, les rancunes et les rancœurs. Pour une fois, on a un truc nouveau, tiens. Elle dissipe les émotions négatives et les remplace par des émotions positives, comme toutes les autres pierres. Elles ont toutes les mêmes fonctions, les pierres, c'est fou,
Ainsi, et toutes les fonctions sont, encore une fois, les trucs que soignent les effets contextuels. Ainsi, elle élève le taux vibratoire qui entoure le porteur. Ah, enfin, on essaye de nous expliquer comment ça marche. Bon, c'est une explication de merde, mais au moins on nous le dit. Ainsi, elle élève le taux vibratoire qui entoure le porteur. Elle est aussi très utile pour les enfants ou les adolescents en période de doute qui ne trouvent pas leur place dans leur famille. Donc c'est pareil, si tu veux une place à table, tu jettes ton stromatolite. Et la personne s'en ira et laissera sa place. Famille recomposée, arrivée d'un petit ou d'une petite sœur. Arrivée d'un petit frère, il manque le mot frère du coup, ou dans la société, à l'école, au collège, avec la peur constante d'être rejeté. Alors que si t'as un stromatolite accroché autour du cou, tout de suite c'est le swag. Bim. C'est bien fait sur le plan physique. La stromatolite incite son porteur à boire beaucoup d'eau. La stromatolite incite son porteur à boire beaucoup d'eau et favorise donc l'élimination de la pisse. Là, au moins, on comprend le mot élimination dans le contexte. Par ailleurs, elle contribue à la reprise d'une alimentation équilibrée avec une bonne hygiène de vie. Ah, elle te dit aussi comment manger la stromatolite. Mais oui, bien sûr. Le porteur va reprendre une activité physique. Lors de la pratique d'activité physique, la stromatolite permet d'évacuer le stress et de réduire ses conséquences sur l'organisme. Ça permet aussi d'évacuer beaucoup de sueur si la pierre est suffisamment grosse. Ainsi, les tensions nerveuses ont tendance à diminuer. Mais bon, c'est pareil, encore une fois, les effets physiques, c'est juste des effets psychiques, hein. Enfin, c'est juste des effets sur le moral, et voilà. Et ça a des bienfaits, du coup, sur le corps. Oui. Bon, bah, elle procède comme d'habitude, hein, elle possède des effets sur tout le monde, évidemment, hein, évidemment qu'elle va pas juste avoir ses tronches, et évidemment, il y a quand même des signes qu'elle préfère, et évidemment, c'est encore les signes qu'on a déjà vus. Ah non! Il y a Capricorne et Poisson. Par contre, Vierge, on l'a déjà vu. Vierge, symbole de la rigueur, de l'organisation, de la méthode, ce signe représente la logique, la perfection et le travail. Le port d'un stromatolite lui procure un peu plus d'estime de soi, de confiance et d'assurance. Elle l'encourage à entreprendre et à avoir de nouveaux objectifs. Ce signe a tendance à souffrir de complexes et de timidité maladive. Il se trouve souvent relégué au second plan. Et comme je le disais, porter un stromatolite en collier, tout de suite, tu passes au premier plan, quoi, gros. Voilà, hop, l'entourage, c'est swagué, se fait swaguer, complètement conquis par la vision de ces laminations. Oh oui. C'est un maniaque qui est obsédé par la propreté et les tâches ménagères. Et pareil, pierre stromatolite, ça décroche le gras et la tâche. Pah Pah Il est très organisé et divise la perfection. C'est un vrai bourreau de travail. Il est d'une grande exigence envers lui et envers les autres. Il agace souvent son entourage par ses remarques critiques. En revanche, il aime mettre ses qualités techniques au service d'autrui. Trop modeste, il souffre également d'angoisse et d'anxiété. Il se cache derrière un masque de froideur et il a beaucoup de mal à se laisser aller. En amour, il est tellement complexé qu'il préfère passer à côté d'une belle histoire d'amour. Il est d'une grande pudeur et a du mal à se dévoiler. Il n'est ni sentimental ni romantique. Il est souvent associé à un célibat et vivre seul ne l'effraie pas. Souvent, s'il choisit de se marier, c'est plus par confort que par amour. C'est la même description que tout à l'heure. Capricorne, symbole de persévérance et d'élévation sociale et de la maturité, ce signe représente la solitude, les responsables et le devoir. Le port d'un stromatolite facilite son développement personnel et renforce sa capacité d'adaptation. Ça lui enlève sa tristitude. Cela lui permet de s'ouvrir un peu plus aux autres. Ce signe a tendance à être introverti et a beaucoup de mal à se confier. C'est un travailleur acharné, il fera tout pour atteindre ses objectifs. Très tôt, il sait exactement ce qu'il veut faire dans sa vie. Bon, c'est pareil, ça recouvre pas mal le lion, non ? Il est très cultivé et possède de nombreuses connaissances. Il est trop souvent sérieux et trop raisonnable, il préfère travailler plutôt que de se divertir, ou il a l'impression de perdre son temps. Il aime ses moments de solitude et frôle parfois la misanthropie. Il a très peu d'amis et accorde difficilement sa confiance, il a tendance à se montrer froid et distant. En amour, il souffre de timidité et de complexe, il ne fait pas confiance et se méfie de tout le monde, il ne cherche pas les aventures et aspire à trouver le véritable amour. Avec les années, il se lâche et peut enfin fonder une famille. Avec les années... et avec un stromatolite. Poisson, symbole de l'infini et de la religion et de l'intuition.
Ce signe représente le mysticisme, la clairvoyance et l'imagination. Poisson, bourrez le bélier! Surtout le 8 et le 9. Le port d'astromatolite lui permet de comprendre et d'accepter le passé afin d'avancer dans la vie. Il cherche à fuir la réalité et se réfugie dans un monde de rêve et de douceur. Ce signe est très influençable et peut vite tomber dans des addictions comme l'alcool, les drogues ou la lithothérapie. Et il est impressionnable, double et paradoxal. Il est paradoxable. Il peut se faire paradoxer très rapidement. Faites attention si vous êtes poisson. Il peut même aller jusqu'à devenir marginal. Il est très difficile à cerner. C'est pour ça qu'il faut l'entourer de gros stromatolites, comme ça il est cerné, il pourra plus s'en aller. Susceptible, il ne supporte ni les reproches ni les critiques. Toutefois, il possède une intuition remarquable et son flair ne se trompe jamais. Bah, sauf quand il se trompe, quoi. Sauf quand il est influençable, visiblement. Son flair ne le trompe jamais, mais il est très influençable. D'accord. Et il tombe souvent dans l'alcool et la drogue. Mais il se trompe jamais. Il a la fibre artistique, surtout dans la musique. Il aime se différencier et peut aller jusqu'à l'extravagance. Il adore se faire remarquer et être admiré. En amour, il est double et paradoxal. Il se conduit comme un libertin et voudrait faire toutes sortes d'expériences sexuelles. Pourtant, il veut trouver sa moitié et vivre le grand amour. Il a un grand besoin, mais à part ça, il se trompe jamais, le mec. Il a un grand besoin d'idéaliser l'autre, ce qui a pour conséquence qu'il se dévalorise. Mais il se trompe jamais. Il doit apprendre à aimer pour deux, rien qu'en fermant les yeux, apprendre à vivre, et l'autre tel qu'il ou elle est vraiment. Les chakras. On y est presque. La stromatolite aide à l'équilibre du chakra racine, comme par hasard. Ce chakra se situe à la base de la colonne vertébrale au niveau du périnée. Le chakra racine appelle à l'enracinement, évidemment, et à l'ancrage. La personne est directement reliée à la terre et au monde matériel. Le chakra racine équilibré, harmonisé, régule les besoins fondamentaux de la personne. Il est lié à la survie. On nous explique jamais comment ça marche, comment ton stromatolite va-t-il rebalancer tes chakras si tu te le mets au fion. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Dis-moi, explique-moi. Me dis pas juste, mais si, t'inquiète, ça va le faire. Ah, c'est pas vrai ça. Essaye au moins de me rassurer avant de m'entuber, quoi. Il est lié à la survie, joue sur l'instinct et les peurs. La personne assure ses besoins physiologiques, manger, dormir, faire caca. Elle est stable financièrement et se sent bien au sein de son entourage. Ce chakra favorise l'ancrage de la personne, elle ressent du bien-être, prend des initiatives, atteint ses objectifs et ne fait pas cacamou. Le chakra racine déséquilibré fait faire cacamou. Il peut provoquer des douleurs physiques au bidou et des tensions. La personne perd confiance et elle peut devenir dépressive. Le chakra racine déséquilibré trop fermé engendre des sentiments de manque et des peurs, peur de mourir, de perdre son travail, d'être abandonné. Autant dire que tout le monde a le chakra déséquilibré, parce que je crois que tout le monde a peur de ça. Hein. La personne se laisse aller et se décourage. Le chakra racine déséquilibré trop ouvert rend la personne égoïste, colérique et même violente. Trahison, disgrâce. Elle succombe à toutes sortes d'addictions comme l'alcool, le tabac, les drogues, et un comportement sexuel débridé. C'est pas vrai, oh, oh, oh. L'entretien et la purification de la stromatolite après utilisation dans ton cul. Depuis son extraction jusqu'à votre domicile, votre stomatolite ne peut ni se purifier ni se recharger à l'aide des éléments de la nature comme le soleil, la terre et l'eau. De plus, elle a été manipulée de nombreuses fois et été en contact avec toutes sortes d'influences négatives comme positives. Oh, la saleté! Dès son arrivée dans votre maison, il est primordial de procéder à la purification et à sa recharge. Brûlez-la! Les opérations suivantes sont également effectuées en entretien au minimum une fois par mois ou après une séance de lithothérapie à la pleine lune, enroulée dans du jambon, etc., etc. Plongez votre stomatolite dans un verre d'eau de source pendant 3 heures. Séchez-la Qui a établi ces règles? On n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais sérieusement, qui a établi ces règles? Alors faut la mettre dans l'eau de source, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, et ça fera un stromato tout beau. On y est presque. Il y a une hotline, là. Il y a une hotline. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 06 38 32.
Séchez-la délicatement. J'ai cru lire léchez-la délicatement. Non, séchez-la délicatement à l'aide d'un chiffon doux afin d'éliminer les dernières impuretés. Pour une pure... Mais si moi je suis impur après, comment je fais? Parce que moi je suis vachement impur. Hein. Sérieusement, la stromato, elle va avoir du mal. Hein. Pour une purification plus légère, utilisez la fumigation à la sauce blanche ou au bol tibétain ou à la salade César, préparée par la planète des singes. Tout ça, c'est bon pour elle. Rechargez votre stromato au rayon de pleine lune. C'est bien parce que du coup on en a vu presque le 50-50. C'est la moitié pleine lune à la moitié soleil, c'est vachement bien équilibré, moi j'aime beaucoup. Vous pouvez aussi la déposer sur une géode d'améthyste ou sur un amas de quartz pendant 24 heures. Fin. Eh bien mesdames et messieurs, j'espère qu'on a rééquilibré vos chakras. J'espère que la paix intérieure vous a rejoint. J'espère que vous n'aurez plus la diarrhée parce que maintenant, de toute façon, vous savez qu'un beau petit ambre pour faire bouchon, eh ben ça marche. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut!